J'ai connu une époque où on était inspecteur, tu sais, un peu à la mode de Delon dans L'ennemi public, tac tac badaboum cascade. Et moi je voulais faire ce métier, d'ailleurs j'ai fait ça pendant au moins 20 ans. Et puis, donc ce métier d'inspecteur a disparu en 1995. On a décidé qu'il n'y aurait plus d'inspecteurs, mais qu'il n'y aurait plus que des officiers de police. Tous les politiciens ne veulent pas d'une police judiciaire efficace. La corruption, elle a touché tous les partis politiques, de droite comme de gauche. Moi j'étais pendant 3 ans chef d'un groupe qui était chargé des agressions sexuelles et des viols. C'est pas rien quand même. Ce groupe a été dissous du jour au lendemain, comme ça, parce que la politique en avait décidé autrement. Le type me regarde dans les yeux et me dit « Désormais, la police doit être gérée comme une entreprise privée ». Il y a tout simplement l'incapacité de la justice à faire appliquer ses décisions. C'est-à-dire que les types qui sont condamnés 10, 20 fois, 30 fois, mais ils ne vont pas en prison. On n'a pas de magistrat indépendant, le parquet n'est pas indépendant. Donc il fallait casser cette dynamique judiciaire, cette mécanique d'indépendance, parce que des flics qui cherchent et qui trouvent, c'est toujours embêtant, si tu vois ce que je veux dire. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, nouvel invité, c'est la première fois qu'il vient faire un passage de par chez nous. Bonjour Jean-Pierre Colombiès. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Voilà, par la même occasion. Par la même occasion. Est-ce que tu peux te présenter ? Eh ben, alors je déteste parler de moi, mais bon, on va le faire un petit peu vite fait. Ah bah c'est dommage, c'est le but de l'interview. Ouais, bon, on peut parler de ce que je sais, mais parler de soi, c'est toujours un peu compliqué. Je suis pas assez narcissique encore pour ça. Je m'appelle Jean-Pierre Colombiès, comme tu viens de le dire. J'ai un passé de policier, d'officier de police, que j'étais policier pendant 35 ans, essentiellement dans le judiciaire. Je précise quand même, mon métier, c'était l'investigation, c'était l'enquête, c'était la chasse aux criminels ou aux délinquants. Donc dans ce cadre-là, j'ai fait 10 ans de stup, notamment, de la brigade criminelle, de la brigade d'atteinte aux personnes, donc spécialisation dans les atteintes sexuelles et les viols. Pas chef de circonscription, mais j'ai travaillé aussi dans certains commissariats, comme à Marseille 4e, et puis après 3 ans à Neuilly-sur-Seine, 3 ans à Boulogne-Billancourt, état-major des Hauts-de-Seine, et puis du syndicalisme aussi, pendant 3 ans avant de rejoindre une autre unité active, et puis de décider de mettre fin à ma vocation, parce que c'était une vocation au départ. C'était parce que moi j'ai connu une époque assez extraordinaire dans les années 80, et puis cette période a glissé vers une sorte de fonctionnariat et de militarisation qui n'était pas du tout dans ma philosophie. Et puis entre-temps, j'avais découvert le théâtre aussi, et j'ai pris la décision à un moment donné de ne pas faire le match de trop, d'arrêter un peu cette trajectoire que je regrette pas. Je n'ai pas de regrets ni d'animosité par rapport à ce que j'ai connu, à ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, quand tu veux faire des choses, il faut les faire tant que tu es droit dans tes bottes, tant que tes jambes te portent, et te dire, il faut le faire avant que ce soit trop tard, quoi. Donc voilà, j'avais découvert ça en 2006, et puis j'ai voulu à un moment donné me consacrer pleinement à ça, au théâtre, à l'écriture, et puis à la fois se faire plaisir, et puis à la fois avoir une autre vie que celle que j'avais connue pendant plus de 30 ans. En plus, il y a une demande. J'ai un peu l'impression que le milieu du cinéma est très à la recherche d'anciens policiers qui viennent un peu témoigner de leur expérience. Alors, je ne sais pas, puisque aucun réalisateur n'est venu toquer à ma porte. Mais je lance un appel solennel. Si vous voulez qu'on tourne un film avec une expertise, et puis au-delà de ça, se faire plaisir, parce que moi j'adore la comédie, j'adore jouer, j'adore tourner dans des films, ça m'arrive quelquefois, au niveau de la figuration principalement. On m'a jamais proposé vraiment de rôle, mais c'est vrai que je m'éclate beaucoup plus sur les planches au théâtre, clairement. Puisque j'écris des pièces, je joue des pièces, et ce qui est vraiment la grosse différence entre le cinéma et le théâtre, on reparlera de la police sûrement après, mais qui m'éclate au théâtre, c'est le contact avec le public, quoi. C'est cet échange, c'est de sentir la respiration du public, savoir qu'ils sont là. Et puis, tu sais, au théâtre, il n'y a pas une pièce de théâtre, il y en a 4 ou 5. C'est-à-dire que pour le même texte, tu as celle de l'auteur, tu as celle que l'auteur a écrite, tu as celle que le metteur en scène imagine, tu as celle que les comédiens exprime, parce que tu t'appropries ce texte, et puis il y a celle que le public ressent et analyse et va te renvoyer après comme émotion ou pas. Il peut te jeter des tomates éventuellement, le public. Mais c'est cet échange qui est fondamental, ce contact. C'est vraiment le spectacle vivant, quoi, tout simplement, quoi. Et le cinéma ou les tournages n'offrent pas ça. Ils offrent autre chose, mais il y a cette barrière, ce filtre de la caméra qui fait que tu sais pas vraiment ce que le public ressent de ce que tu fais, de ce que tu renvoies
comme acting, on va dire, si on veut employer un mot franglais que je déteste. Franglais. Je déteste ça. Enfin voilà, donc une autre vie qui est dans la continuité de ce que j'ai fait pendant des années. Bah ouais, puisque engagement politique, comédie, aujourd'hui c'est un peu Enfin, synonyme tout alors, ça. engagement politique, on va aller... Politisé, syndicalisme. Ouais, oui, mais surtout, on va dire plutôt je dirais, une forme d'action aujourd'hui qui est libre, une expression libre de ce que j'ai connu, justement, expliquer parfois ce qu'il y a derrière le paravent. C'est-à-dire qu'il y a ce que les gens voient, imaginent, et puis il y a la réalité. Et c'est parfois de cette réalité, en tant que chroniqueur, parfois, hein, que j'exprime, parce que je pense qu'il est important que les gens sachent exactement de quoi on parle. Juste pour terminer cette petite intro théâtrale, est bien représentée la police dans le cinéma français ou... C'est réaliste, 36 quai des Orfèvres Film 36... Enfin, tout le Marshall, quoi. Spécifiquement Marshall. En général, quand on pense non. police, cinéma, ancien flic, réal, on pense à Marshall. On pense à Marshall parce que c'est la tête de gondole, c'est celui qu'on voit le plus. On voit quasiment que lui, du reste. Mais moi, je reste sur une impression cinématographique qui était la plus forte que j'ai pu connaître. C'était L627 de Tavernier, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Pourquoi ? Alors, c'est pas spectaculaire, c'est pas justement du Olivier Marchal, mais ça décrit une réalité que j'ai connue, qui est celle des groupes de voie publique des stupes. Et quand on regarde L627, on voit pas un film en fait. On pourrait dire que c'est quasiment un reportage, avec un excellent Besace à l'époque qui jouait le rôle de l'enquêteur, qui est malheureusement décédé, parce que je crois que c'est un très très bon comédien. C'était un très bon comédien. Tu signes en bas. Sans la pipe de sans l'amour. C'est quoi l'article L627 ? Attention de rester avec un bonnet après le pognon ou deux tox qui sont à côté de moi. Reçu. Sur la dope, t'as calmé ? Ça se pose. C'était quoi déjà ton autre surnom au commissariat Plaisance ? Franxen 50. Je suis sûr qu'il va me foutre sur la gueule. Et pour mes papiers ? Ça roule. Police! Tu me fais chier ton cahier! Tout ton pistolet à eau, ta bombe à merde, tout ça, tout ton petit nain, là! T'as pas d'amis, t'as que des indices. Et L627, c'est vraiment un témoignage, quoi, avec des vrais locaux. Les Algeco de la première DPJ, c'était vrai. Les policiers du 8e arrondissement et de la première DPJ avaient squatté dans ces Algeco parce que tout simplement, il y avait eu des fuites d'eau à l'époque et qu'on était déjà dans une forme de clochardisation de la police où on a logé les flics un peu comme on pouvait, notamment des Algeco. Mais L627, si on veut savoir de quoi est fait le quotidien des stupes, il faut regarder L627. Les films à la... Olivier Marchal, il a tout compris. Hein. Il fait des films à l'américaine, ça, tac, tac, badaboum, cascade, avec des personnages très forts, très marqués, un peu trop souvent dépressifs à mon goût. Parce qu'on a l'impression que les 3/4 des flics de France sont dépressifs et alcooliques. Et alcooliques, et même parfois un peu coquets. Bon, alors, je dis pas que c'est pas vrai, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de flics alcooliques et dépressifs, bien au contraire. J'en ai certainement fait partie, du reste, parce que on pourra en reparler, mais la décompression du flic qui est confronté à des choses très marquantes dans sa vie professionnelle, c'est pas évident. Tous ces dispositifs qu'on dit d'écoute, les lignes vertes, rouges, oranges, tout ça, c'est du bidon. Ce qui est important, c'est le relationnel en intra, entre nous, entre flics, en intra de la corporation. Et comme ça s'est totalement déshumanisé au fil des années, le phénomène des suicides, qui est récurrent d'ailleurs, n'est pas surprenant. Tout le monde fait Il est vraiment nouveau ou c'est une médiatisation nouvelle ? Enfin, il y a les deux. Mais moi, j'ai pas entendu parler de ça pendant des années tant que j'étais en activité. Il y avait des suicides, bien évidemment, comme dans tout métier, comme dans toute institution, mais pas à ce point-là. J'ai mis le canon de mon arme dans la bouche, oui. Et on se souvient toujours du goût. Le goût est resté. Et je suis pas la seule, malheureusement. Alors, un policier qui se suicide, en général, il met sa tenue. Il se suicide avec son arme, il se suicide dans les locaux de police ou devant le commissariat. Ça veut tout dire, c'est symbolique. C'est pas juste, il
Il avait des problèmes familiaux, il avait des problèmes d'argent, il avait des problèmes de jeu, Enfin non, c'est pas ça. C'est vraiment le mal-être policier. C'est parce que peut-être que la pression au travail a engendré des problèmes derrière, mais c'est symbolique. Enfin, pour moi, c'est symbolique. Je sais que j'étais en tenue à chaque fois, que j'étais au commissariat et que j'avais mon arme. Ce qui a vraiment fait la bascule, c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'on a véritablement imprégné l'institution police d'un mode de management très inspiré des États-Unis ultralibéraux, avec cette mentalité ultralibérale de l'individualisme de la personne pour avoir les meilleures performances et donc les meilleures promotions ou les meilleures mutations. Il y a une course à l'échalote qui a totalement déshumanisé l'institution, avec un virage fondamental en 1995 qui a militarisé l'institution. C'est-à-dire que moi, j'étais inspecteur, par exemple. J'ai passé un concours de police dans les années 80. Alors, certains disent que je ne fais pas mon âge, mais je l'ai et je l'assume. Mais j'ai connu une époque où on était inspecteur, tu sais, un peu à la mode de Delon dans L'ennemi public, tac, tac, badaboum, cascade. Et moi, je voulais faire ce métier. D'ailleurs, j'ai fait ça pendant au moins 20 ans. Et puis, donc, ce métier d'inspecteur a disparu en 1995. On a décidé qu'il n'y aurait plus d'inspecteurs, mais qu'il n'y aurait plus que des officiers de police. Et ça... Il n'y a plus d'inspecteurs ? Non, il n'y a plus d'inspecteurs. C'est fini. On ne forme plus. À l'époque, il faut bien avoir conscience, et c'est ça, il faut absolument qu'on dénonce ça. À l'époque, il y avait véritablement une filière de l'investigation. On formait spécifiquement des policiers à enquêter. On n'a plus voulu de ça. Et en 1995, on a unifié la formation des policiers en officiers de police. Et on n'a plus du tout consacré de fonctionnaires de police à l'investigation. On a fait des formations de police judiciaire, mais vraiment de manière très limitée au sein de la formation des officiers. Pour les gardiens de la paix, c'était totalement inexistant. Et on a installé au fil des années une formation à l'OPJ, à officier de police judiciaire, des stages spécifiques de 4 à 6 mois pour les former à la procédure. Mais on va être très clair. Moi, je peux te dire que pour être un bon procédurier, il ne faut pas 6 mois, il ne faut pas 2 ans, il faut à minima 5 à 10 ans. Or, on a supprimé ça, on a totalement décrédibiliser la formation judiciaire. Et Darmanin continue d'ailleurs avec ses réformes de la PJ, sa fameuse réforme de la départementalisation. Il veut casser l'outil judiciaire. Ce que voulait Sarkozy à l'époque aussi. Sarko voulait supprimer les juges d'instruction. Or, il faut savoir que les seuls magistrats indépendants, ce sont les magistrats du siège, donc les magistrats qui président aux audiences, et les juges d'instruction. Au-delà de ça, on n'a pas de magistrats indépendants. Le parquet n'est pas indépendant. Donc il fallait casser cette dynamique judiciaire, cette mécanique d'indépendance, parce que des flics qui cherchent et qui trouvent, c'est toujours embêtant, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Surtout qu'il y a des choses à trouver. Et donc il y a beaucoup de choses. Tu sais, moi j'ai commencé ma carrière à la Mondaine, qui était... moi j'ai commencé ma carrière à la BSP, Brigade des stupes et du proxénétisme, qui était un avatar de la Mondaine. On trouve beaucoup de choses à la Mondaine. On apprend beaucoup de choses sur beaucoup de gens. Donc si tu confies ça à des fouineurs, à des fouilles-merdes, tu peux trouver des choses que personne n'a envie qu'on Alors que normalement, le fouille-merde, pour ce genre de boulot, c'est profil recherché. Surtout à la brigade financière. Or, il faut être très clair, quand on va départementaliser, ce que fait Darmanin, de la départementation... À quoi ça consiste, qu'on comprenne? J'ai schématisé, parce que bon, ceux qui nous écoutent, qui vont regarder la vidéo, ça, pour eux, c'est un monde à part. D'ailleurs, ils ne voient, ce serait bien de le préciser, ils ne voient la police que parce qu'on leur en montre, à savoir pendant les manifestations, les services d'ordre, et c'est ça. Mais là, il y a une autre police, une police qui enquête, une police, notamment à la brigade financière, et dans les SRPJ, il faut savoir que les SRPJ, ça s'appelle vraiment plus comme ça, mais tu sais, en France, on est très fort dans les acronymes. Donc, un SRPJ a compétence sur l'ensemble de la région. Et c'est très intéressant quand, par exemple, la région sud, Marseille et autres, le SRPJ a compétence de Perpignan à Menton, pour ainsi dire. C'est quand même pas mal, de la frontière espagnole à la frontière italienne. Et quand on sait que les réseaux de blanchiment, les réseaux mafieux ont particulièrement investi dans ces zones-là, ça renvoie à l'idée de la nécessité d'avoir un service judiciaire compétent sur l'ensemble de la zone. Or, Darmanin veut mettre en place un système, le système de la départementalisation, c'est-à-dire que les effectifs vont être morcelés au niveau des départements, sous l'autorité des préfets. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Les moyens. Il n'y aura plus les moyens, à savoir les moyens, la logistique. Tu vas voir il n'y aura plus ou il y aura encore moins? Il y en aura encore moins. Non, mais la PJ... ce qui est important dans la PJ, c'est quoi? C'est le temps de l'enquête. Il faut du temps, et particulièrement sur les enquêtes financières qui nécessitent des moyens et du temps. Pour démanteler un réseau mafieux ou un réseau de blanchiment, il faut des années, puisque ces individus, ces voyous, Remember Balkany qui avait des comptes offshore un peu partout, il a fallu des années aux magistrats pour décortiquer la maille d'investissement foireux de ce monsieur, parce qu'il avait très bien compris qu'au niveau local,
il y avait impossibilité d'avoir de l'argent sale. Il fallait le blanchir. Donc, il faut des réseaux, il faut des sociétés écrans et il faut des investissements offshore dans des paradis fiscaux et autres. Si tu as un service d'enquête financier sous l'autorité d'un préfet, le préfet il va vouloir quoi, lui ? Il va vouloir juste des réponses immédiates à des événements locaux. Par exemple, pour les stupes, on va dire il y a des stupes dans une cité, on va concentrer tous les moyens sur cette cité et on se fichera éperdument que les enquêteurs de la financière ou des stupes aient des dossiers à long terme. Ça va impacter à ce niveau-là. Et puis, il y a des départements qui n'auront pas les moyens d'avoir de la logistique à donner à des services d'enquête. Le département des Bouches-du-Rhône, où il y aura peut-être les moyens, c'est même pas sûr du reste. Mais quid du département de la Creuse ? Plus complexe. Du Vaucluse ? Non, mais on pourrait démultiplier les exemples à l'envi. Donc ce morcellement, il est mortifère. Il répond à une volonté de casser la machine judiciaire parce que tous les politiciens... Pourquoi on n'en entend pas parler ? Parce que tous les politiciens ne veulent pas d'une police judiciaire efficace. La corruption, elle a touché tous les partis politiques, de droite comme de gauche. Cahuzac était chez Hollande. Sarko, on n'en parle même plus, mais bon. Balkany était au LR. Il n'y a pas un parti qui échappe à ça. Tu es en train de me dire que si on a une police, entre guillemets, qui n'arrive pas à faire son taf... C'est tout simplement parce qu'en fait, les mecs magouillent tellement qu'ils n'ont pas envie de se faire pincer. C'est exactement ça. Et qu'on paye les pots cassés. Absolument. Indirectement. S'il y a des gens trop bons, ils sont dans la merde. C'est ça que exactement. Et la procédure est de plus en plus complexifiée. Pourquoi ? Parce que dès lors que les politiciens ont été confrontés à des mesures de garde à vue, une garde à vue, c'est pas drôle. Une garde à vue, on te prend les empreintes, on te fouille à corps. Pour faire simple, on te fout à poil et on vérifie que tu n'es pas d'objet dangereux sur toi. C'est pas glamour pour quelqu'un qui est un haut fonctionnaire ou un politicien de haut rang. C'est pas sympa. Donc, on a alourdi les règles de la garde à vue, on a mis des avocats partout, et on ne s'est pas rendu compte, parce que ça nous concerne tous en tant que citoyens ordinaires, que cet alourdissement de la garde à vue, il arrange surtout les délinquants. Que ça protège les hommes politiques, parce qu'en garde à vue, on va les améliorer, on va aménager leur garde à vue, ce qui était déjà le cas du reste avant. Mais surtout, ça va alourdir la procédure pour le droit commun, pour ce que j'appelle la délinquance de masse. Oui. Oui. Or, cette délinquance de masse, c'est celle qui nous pénalise, nous, citoyens ordinaires, parce que le type qui va agresser quelqu'un, qui va te cambrioler, qui va voler, qui va faire toutes sortes de délinquances, il va bénéficier lui aussi de cet alourdissement de la procédure. C'est-à-dire avocat tout de suite, médecin, famille, coup de fil à qui tu veux. Ils veulent aussi la présence de l'avocat en permanence pendant les perquisitions. Enfin, c'est un maelstrom absolument ingérable pour les enquêteurs, et ça va pénaliser les gens, les petites gens. C'est ça qu'il faut dire, qu'il faut dénoncer. Quand on a des hommes politiques qui disent « Oui, mais nous défendons les libertés publiques et c'est la raison pour laquelle nous allons alourdir ou aménager les conditions de garde à vue. » C'est pas pour vous protéger, vous et nous. C'est pour protéger les oligarques qui seront mis en cause dans des affaires judiciaires. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est qu'il y a un discours totalement hypocrite, cynique, qui consiste à faire croire qu'on va protéger tout le monde, alors qu'en fait, on ne va protéger qu'une oligarchie et que le reste de l'humanité sera livré tout simplement, pieds et poings liés, à la délinquance. Est-ce que cette criminalité, cette délinquance, c'est vraiment un des points que j'aimerais qu'on aborde au début pour dérouler le fil. Est-ce qu'elle est en augmentation ? Ou est-ce que c'est un sentiment d'insécurité que j'ai ? C'est pas un sentiment que tu as et qu'on a. Il y a une explosion des violences, notamment des violences physiques, des violences gratuites. Il y a une explosion de la délinquance. On ne maîtrise plus rien. Il faut être clair. Moi, je vous le dis, cash, on ne maîtrise plus rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins des effectifs de police. Il y a de moins en moins de flics. Et que ça n'est pas en leur substituant d'une police municipale ou des sociétés de sécurité privée qu'on va résoudre le problème. On a... Depuis maintenant une vingtaine d'années, 20 à 30 ans, on a mis en place une déflation considérable des effectifs de police. Parce qu'on gère la police comme on gère les hôpitaux, avec des règles à calcul, des tableaux Excel, et qu'il faut que ça soit rentable. Le mot rentable que je viens d'employer m'a été prononcé par un commissaire de police qui était formé à la nouvelle mouture de l'ultralibéralisme ambiant. C'était début des années 2000. Le type me regarde dans les yeux et me dit « Désormais, la police doit être gérée comme une entreprise privée. » Ça fait mal d'entendre ça. Hein. Ouais. Ça fait mal. Parce que moi, je suis désolé. L'impératif, le seul souci que devraient avoir nos hommes politiques et nos femmes politiques, c'est les victimes. Tout simplement les victimes. Or, elles sont désemparées, les victimes. Leur accueil ne dépend, la qualité de leur accueil ne dépend que de la personnalité du flic qu'elle a en face d'elle à un moment donné. Et certainement pas l'institution qui va plus ou moins les défendre. Parce que l'institution est armée pour défendre des gens qui auront les moyens de se payer des avocats pendant la garde à vue. Je veux dire, le souci, c'est quand même pas de protéger des délinquants. Enfin, à un moment donné, il faut se réveiller. L'alourdissement de la procédure, la casse du judiciaire, pénalise et va pénaliser puissance 1000 les victimes.
Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Tout simplement. Et moi, je ne pense qu'à ça. En tant que citoyen, tout simplement, en tant que père de famille, en tant que citoyen, moi, je pense aux gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Moi, j'étais pendant 3 ans chef d'un groupe qui était chargé des agressions sexuelles et des viols. C'est pas rien, quand même. Ce groupe a été dissous du jour au lendemain, comme ça, parce que la politique en avait décidé autrement. C'était à Marseille, début des années 2000, en mise en place de la fameuse police de proximité. Le concept, j'y adhère. Parce que si une police n'est pas de proximité, qu'est-ce qu'elle est ? Oui, voilà. On est d'accord. Bon. Elle est faite pour être de proximité. Elle est faite pour être de proximité. Mais le concept politique tel qu'il avait été pensé, cogité par les crânes neufs du ministère de l'Intérieur, parce que Chevènement avait décidé qu'il fallait réinventer la police de proximité, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? Purement et simplement la suppression de brigades spécialisées comme la mienne, spécialisées dans les affaires de mœurs, spécialisées dans les viols. Vous m'entendez ? Dans les viols. Du jour au lendemain, on est arrivé, on nous a dit votre unité est supprimée. Ils viennent quoi, du coup ? Nous, on est partis dans les secteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, à faire de la police générale, tout simplement. Mais il n'y avait plus d'unités spécialisées. On traitait toujours les viols. Les viols étaient toujours traités, mais par des unités territorialement compétentes. On a ramené ça au niveau des territoires. Or, pour ce type d'infraction, spécifiquement les agressions sexuelles et les viols, il faut des flics spécialisés. Et nous l'étions. Nous l'étions. Et on avait arrêté des types ce que j'appelle moi des violeurs en série. Des mecs qui avaient violé 10, 12 femmes dans la rue, avec un cutter sur la gorge. Pas rien quand même. Du jour au lendemain, mesdames, messieurs, parce qu'il y avait des femmes dans l'unité, et elles étaient excellentes. Moi, l'idée de faire une différenciation entre personnel féminin et masculin, ça ne me concerne pas. Mais du jour au lendemain, on vous met un paperboard, on vous dit, tiens, voilà, la police de demain à Marseille, c'est ça. Et votre unité, elle est supprimée, purement et simplement. Au revoir, messieurs. Vous avez bien bossé. Ciao. Tu as parlé de Darmanin, tu as parlé de Sarko, et après tu as parlé de 95, donc de Chirac, qui aurait été un tournant. Est-ce que cette... Pour des raisons différentes. Oui. Mais est-ce que cette lente descente aux enfers de l'institution policière, est-ce que c'est finalement une décroissance qui a été relativement régulière, ou est-ce qu'il y a quand même eu des présidents ou des ministres de l'Intérieur qui ont vraiment mis des coups de collier, qui ont accéléré ? La question, elle est simple. C'est le bordel dans la police. À qui c'est la faute ? C'est la faute à Napoléon. Alors là, on en a pour 2 heures. Non, pas du tout. Non, ça va être très simple. Vraiment ? Je vais synthétiser, tu vas comprendre. Donc en fait, c'est pas de la faute à Sarko, c'est de la faute à Napoléon. Alors, je t'explique. La police française, elle a une spécificité. Ouais. Depuis le règne de Napoléon. Parce que Napoléon a participé très activement à la Révolution française. Et il en a dégagé une peur absolue du peuple. Napoléon n'est pas un homme qui aime le peuple. Quand on connaît son histoire, j'invite ceux qui douteraient de ce que je viens de dire de relire leur livre d'histoire. Il ne faut pas que ça serve uniquement de presse-papier. Les bouquins d'histoire, il faut les lire aussi. Napoléon n'aime pas le peuple. Il a tiré sur le peuple en 94. 1700, je précise, pas 1994, ni 1894. Mais il en a dégagé l'idée qu'il fallait tenir le peuple. Or, la police française est ainsi constituée, philosophiquement, non pas pour défendre les plus pauvres, les plus humbles, mais pour protéger le pouvoir. C'est sa fonction, c'est sa nature. Et les fois où il y a eu, je dirais, un souci de protéger les plus fragiles, c'est lorsque justement le judiciaire a été créé. Avant la création des brigades mobiles par Clémenceau, et puis avant le développement de la police judiciaire, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de service dédié aux enquêtes. C'était des sergents de ville, plus ou moins, qui géraient ça. C'était fait un peu à l'emporte-pièce. Il n'y avait pas de formation spécifique, bien évidemment. C'est des shérifs, quoi. Ouais, c'était un peu, par exemple, la gendarmerie, elle, est l'avatar des sergents de ville. Enfin bon, si tu veux, il n'y avait pas de souci de l'enquête. Il y avait des enquêtes, bien évidemment, mais c'était fait un peu à la vas-y que je te pousse, quoi. Mais fondamentalement, le souci était, à ce que les ordres donnés par l'élément supérieur, le chef de l'État, soient répercutés au niveau de tous les territoires, d'où l'invention des préfets. Les préfets sont là pour ça, pour relayer la philosophie de l'État et globalement protéger le pouvoir. Et on voit bien aujourd'hui les conséquences que ça a, dans la mesure où Macron n'a qu'une obsession, c'est se protéger lui-même et se protéger son entourage et protéger le gouvernement. Quand on écoute les conclusions du Beauvau de la sécurité, il n'y a quasiment aucun mot sur le judiciaire. Ah ouais. On parle de création de CRS, de gendarmes, de gendarmerie mobile, qui font le même boulot que les CRS. On parle de maintien de l'ordre, mais on ne parle
pas de judiciaire, on en parle très peu. Donc tout ça, c'est pour maintenir l'ordre. Il faut avoir conscience de ça. Donc c'est pour ça que les gens sont parfois étonnés de dire « Ah oui, mais les manifestations ont été réprimées de façon très violente. » Oui, mais c'est logique dans leur esprit. Dans l'esprit d'un Emmanuel Macron et de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, le focus est mis sur ça, sur le maintien de l'ordre, pas sur la protection du plus grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle les effectifs en sécurité publique aussi s'effondrent. Il faut avoir conscience que Marseille, par exemple, dont on parle beaucoup, il y a quasiment un commissariat sur 2 qui est fermé la nuit. Il y a des commissariats qui sont purement et simplement fermés parce qu'il n'y a plus d'effectifs en sécurité publique. Or, la sécurité publique et la PJ, c'est la vie du quotidien. Tu me suis ? C'est ça le fondement de tout ça. Or, on a une glissade à la fois. Alors, à la fois, il y a ce contour philosophique global qui consiste à avoir une police qui protège l'État, et à la fois une déflation des finances, des budgets et des effectifs, à partir notamment de Sarkozy, qui a été vraiment le déclencheur, celui qui a vraiment mis le pied sur l'accélérateur de la déflation des effectifs, tout en tenant un discours ultra radical et ultra volontaire, en apparence du moins, en disant voilà, maintenant c'est la police. C'est le Karcher. C'est le Karcher, la police. La police n'est pas là pour faire des stades de foot. Voilà. Et on va faire du chiffre, la politique, du chiffre et de l'efficacité. Sauf que quand tu mets moins de policiers dans les secteurs, comment tu fais pour démontrer que tu as de l'efficacité ? Eh ben, tu envoies tes chasseurs arrêter à peu près tout et n'importe quoi pour faire du chiffre, donc des chiteux, mécaniquement. Hein, c'était le plus facile à faire. Sauf qu'on va les chercher où, les chiteux ? On n'allait pas les chercher dans les quartiers UP. On allait les chercher dans les quartiers populaires. Et c'est cette philosophie d'action de la police qui a commencé à creuser un fossé irrémédiable aujourd'hui entre les quartiers dits populaires et la police. Irrémédiable ? Je pense que pour revenir en arrière, il faudrait un autre président que celui que nous avons aujourd'hui, il faudrait des politiciens responsables, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Et la conséquence de cette philosophie policière a été le trafic pur et simple des chiffres. C'est-à-dire que sous Sarkozy, on a commencé... Tu es en train de dire que les chiffres étaient truqués ? Ah, complètement, oui. Complètement, oui. Les truqués, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'artificiellement, on les fait gonfler, mais... Non, c'est-à-dire qu'on gonflait l'efficacité. On déplace la virgule. Alors, on déplace... Non, c'est plus dégueulasse que ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on avait de faux chiffres d'efficacité, justement en arrêtant un maximum d'individus pour des broutilles. T'arrêtes 3000 cheaters avant Noël. Exactement. Tu fais exactement. Et puis, de l'autre côté, soit on codifie différemment les plaintes, soit on les fait purement et simplement disparaître. Parce que moi, j'ai vu des commissaires de police faire disparaître des plaintes. C'est quoi codifier une plainte ? C'est-à-dire qu'au lieu de... Tu la contraventionnalises, quoi. Un petit délit, ce qui devrait être un petit délit, on le classifie en termes statistiques de contravention. Et ça rentre pas dans les statistiques. Ah, les contraventions rentrent pas dans les statistiques ? Non. Alors, on mettait un code particulier, je ne me souviens plus exactement duquel, mais on le codifie de façon à ce que ça ne rentre pas dans les statistiques délinquentielles. D'accord. Donc, c'est un jeu de dupes. Mais structurellement, ça s'est manifesté comment au niveau des grosses modifications qui ont été faites par Sarko ? C'est-à-dire qu'est-ce qui a été changé ? Alors, oui, justement, on va faire plus de contraventions. Alors, non, mais déjà au niveau des effectifs, à partir du moment... Alors, à partir du moment où tu décides que, à l'époque, il l'avait dit clairement, on va supprimer un poste de fonctionnaire sur 2. Ça n'est pas caché, c'était dans son discours de campagne, d'accord ? Que je sache qui sont les fonctionnaires dans ce pays. Les enseignants, le personnel soignant et les flics, fondamentalement. Et là, il a menti à tout le monde, et les pompiers. Avec la complicité des syndicats de police qui ont fait croire à leurs adhérents que non, ça ne concernait pas la police. Mais enfin bon, ça c'est le jeu de dupes habituel. Les représentants nationaux des syndicats sont à la botte du gouvernement, donc ils ont chanté la partition qu'on leur demandait de chanter. Mais l'idée, elle était simple. On supprime un maximum de flics pour faire des économies et on va substituer à ces flics supprimés soit des policiers municipaux pour les villes qui peuvent se le payer, soit des boîtes privées pour ceux qui ont les moyens de les avoir. En oubliant que la philosophie d'emploi et de formation des policiers de la police nationale, ça n'a strictement rien à voir avec soit les polices municipales, soit les boîtes privées. Enfin, je veux dire, c'est une hérésie de croire qu'on pouvait changer l'un par l'autre sans conséquence. Donc là où je veux en venir, c'est que lorsque Sarko a décidé de supprimer un poste de flic sur 2, ça ne s'est pas fait dans l'instant. C'est un processus très long. Donc on joue avec les départs en retraite, avec les démissions, avec les reconversions, et on arrive à aujourd'hui. C'est-à-dire 20 ans plus tard, les effets du sarkozysme, c'est aujourd'hui que tu les mesures. Et du coup, aujourd'hui, structurellement, il y a vraiment 50% des effectifs qu'on il y a un déficit considérable, oui. Marseille, non mais l'exemple le plus caricatural, c'est Marseille, mais il n'y a pas que Marseille.
Tu vas dans les Hauts-de-Seine, ici. Les Hauts-de-Seine, tu as des commissariats qui fonctionnent plus, qui sont à l'os. Moi, j'ai connu le commissariat de Neuilly, il y avait plus de 200 fonctionnaires. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 60 ou 70. C'est ça la réalité des choses. Or, ce qui fait la sécurité du quotidien, c'est ton commissariat. C'est ta proximité avec les policiers qui patrouillent, tout simplement. Or, tu as des villes qui ont des commissariats qui ne sont plus en état de fonctionner aujourd'hui, mais qui n'ont pas de force de substitution, qui n'ont pas les moyens de se payer une police municipale digne de ce nom. Et même si tu l'as créée, ta police municipale, qu'est-ce que tu en fais? Quel job tu leur donnes? Comment ils fonctionnent? Ils patrouillent, recherche de la délinquance. C'est un métier, ça. Je veux dire, recherche de la délinquance, intervention, interpellation, rédaction des rapports d'intervention et d'interpellation. C'est un métier, c'est technique. Bah oui, mais ils sont formés quand même. Ça n'a rien à voir avec la formation. Parce qu'il y a une baisse d'effectifs, mais qualitativement, il y a eu des changements. Dans la formation, ce que tu disais tout à l'heure, oui, la police, elle est faite structurellement pour défendre le pouvoir. Oui. Mais quand un flic il rentre en école de police, quand je rentre en école de police, il n'y a pas un mec qui va me dire, bon, bah ta mission, c'est de protéger le pouvoir. Bon, on le dit pas comme ça. Ah, mais on le fait comprendre quand même. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui et est-ce qu'on apprend moins bien? Est-ce que vraiment il y a eu une baisse dans la qualité de formation? Déjà, il y a une baisse, un effondrement, c'est même pas une baisse, un effondrement du niveau de recrutement, puisqu'on recrute des gardiens de la paix à 7 de moyenne, en moyenne. 6 et pourtant, Coluche faisait déjà des blagues il y a 40 ans en disant bac -3, il y a que la police qui recrute. Je peux te dire que c'est pas brillant aujourd'hui, la formation, elle est à la ramasse. Il y a un vrai problème de formation et de qualité, oui. De qualité, c'est clair. Tout le monde s'en plaint. Hein, c'est pas ça. Alors, il y a les cadres de la police qui s'en plaignent. Je te renvoie là à la prise de parole de Darmanin devant la commission sénatoriale, où il dit quand même, face caméra, qu'on recrute des gamins sous-formés, sous-cultivés, presque des crétins. Quand tu vas jusqu'au bout du raisonnement, c'est un peu ce qu'il dit quand même. Hein, on recrute des enfants qui ont des niveaux scolaires très insatisfaisant. Et c'est nous, donc ministère de, je le paraphrase, hein, c'est nous, ministère de l'Intérieur, qui les formons. Attends, qu'est-ce que tu nous dis là? C'est grave ce que tu es en train de dire. Mais c'est pas à vous de le faire. Mais c'est ce qu'il dit. Enfin, je veux dire, c'est pas moi. Je t'invite à revoir la prise de parole de Darmanin. Faut-il mieux sélectionner les policiers? Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études et qui choisissent le service de la nation par la police et la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à Bac+4, Bac+5, ou à l'Éducation nationale, où les gens sont très mal payés, par ailleurs, comme les policiers, mais enfin, ils ont un capital social très important. Mettons-nous quelques instants à la place d'une majorité de jeunes qui choisissent ce service de la police et de la gendarmerie que nous devons former, nous. C'est hallucinant ce qu'il dit. En résumé, on recrute des gamins, on a intérêt à les former pour pas avoir des crétins dans les véhicules de patrouille, quoi. C'est un peu ce qu'il dit. Alors quelques syndicats ont réagi, pas assez suffisamment de mon point de vue, mais il y a un vrai problème de valorisation du métier qui est à la ramasse. Le métier n'est plus valorisé, ne fait plus rêver. Donc il y a un déficit de recrutement, il y a des milliers de démissions, 10 000 démissions l'année dernière. Je me rends pas compte comparé à avant. C'est cataclysmique parce qu'il y avait déjà un déficit de recrutement, il y avait déjà un déficit d'effectifs, mais le niveau de démission était à minima au moins équivalent au plan de recrutement, pour te dire. Okay, d'accord. Donc on renforce rien. On renforce personne. Les magistrats se plaignent, mais ça, c'est pas dit, ça. Les magistrats se plaignent de la qualité des procédures policières qui s'effondrent. Et donc ça donne lieu à des non-lieux en cascade. À des procédures cassées. Pour vice de forme. Absolument. Vice de forme parce que les gens ne sont plus formés au judiciaire. Donc ils font une bourde dans l'enquête et donc le mec est relâché. Et puis quand tu vois des procédures où il y a une faute d'orthographe, même pas par phrase, mais par ligne, mais par groupe de mots. Enfin bon, il y a une vraie crise. Il y a une vraie crise de l'institution. C'est plus Jean-Michel Patulacci. Non, on le regrette, Jean-Michel Patulacci. À la limite, il y avait du niveau déjà. C'était limite, mais non, mais là c'était ultra caricatural. Je dis pas que les gens n'ont pas envie de faire ce métier, qu'ils le font pas avec dévouement, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui va quand même pas. Quand t'as autant de problèmes de pognon et de soutien de l'État, faut justement être dévoué pour le faire ce métier. Il faut avoir très envie. C'est clair, il faut être très dévoué. Il faut pas que ce soit une voie de garage. Ça l'était pour certains à une certaine époque. Moi, j'ai pas connu que des gens qui avaient la vocation. Mais il faut pas non plus laisser tomber l'institution comme ça. C'est pas possible. Or, Macron s'en fout éperdument. C'est pas son problème la sécurité.
Clairement, c'est pas son problème. Tu ne nommes pas ministre de l'Intérieur un type comme Gérard Collomb, qui a certainement 1001 qualités, mais qui a 72 ans ministre de l'Intérieur. Tu ne nommes pas Christophe Castaner, qui était surnommé Rantanplan au gouvernement. C'est pas possible. Et tu ne nommes pas Gérald Darmanin avec ses casseroles. Et surtout... C'est lequel, le pire des trois? Je dirais Darmanin. Ouais. Parce que c'est le plus intelligent. Parce que non, mais un crétin n'est pas dangereux. Castaner n'était pas dangereux, il est juste bête. Bon. Donc il n'est pas dangereux. Darmanin est dangereux. Darmanin est dangereux parce qu'il est très brillant. On le voit dans son style d'élocution, dans son argumentation. Il ne se laisse pas déstabiliser, il sait où il va. Et il a comme mentor un certain Nicolas Sarkozy. Qui est pour moi, Nicolas Sarkozy, c'est pour moi... Comme mentor. C'est son maître à penser. Ah, à penser, oui, d'accord. Il a été son collaborateur, son porte-parole. Je veux dire, quand tu as comme maître à penser un certain Nicolas Sarkozy, c'est grave. Parce que Nicolas Sarkozy a corrompu l'institution. Corrompu. Il a corrompu l'institution. C'est son, vraiment? Oui, alors je t'explique comment, c'est très simple. Pour avoir ces fameux chiffres bidonnés. On revient là, ouais. On en revient à ça. Il fallait motiver les gens. Alors tu les motivais comment? Il y avait deux façons. Un, par attribuant des primes aux meilleurs et en donnant un bonnet d'âne au pire. Et ce bonnet d'âne était distribué à l'occasion de réunions préfectorales mensuelles. Le préfet distribuait les bons et les bons points, les bons et les mauvais points à ceux qui avaient les bons ou les mauvais chiffres. Donc tu as une course à l'échalote déjà pour avoir la prime, d'où le trafic des chiffres, d'où des plaintes qui étaient mises on les mettait de côté. Des plaintes que j'ai vues dans des placards. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée. J'ai vu des plaintes planquées dans des placards. Et donc ces primes, ce jeu des primes qui était la course à l'échalote des chefs de service qui auraient été prêts à tuer père et mère pour voir les 20 000 € de primes à la fin de l'année. Donc tu corrompes le système et tu le corrompes aussi en menaçant les uns, menaçant les autres. Tu encourages une forme de délation interne parce que celui qui a de mauvais chiffres, non mais c'est pas de ma faute, c'est sa faute à lui. On le voit comment ça fonctionne au niveau de certains politiciens qui refusent la responsabilité de leur échec ou tout simplement parce que je veux dire, on en est arrivé à inventer des infractions parce qu'il fallait avoir de bons chiffres. C'est-à-dire que des infractions. Un exemple simple, concret. Alors, faut savoir que globalement, très généralement, on a mis le judiciaire sous l'autorité des équipages de voie publique. C'est-à-dire que c'est les équipages de voie publique, les BAC, qui avaient toute puissance sur le judiciaire. Et les commissaires te disaient, si ça ne tient pas, si l'affaire ne tient pas, si elle n'est pas caractérisée, c'est à vous, gens du judiciaire, de la faire tenir. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'infraction, il faut qu'on en crée une. Il faut qu'on fasse une procédure, on met les carrés dans les ronds, les ronds dans les carrés. Et moi, j'ai vu des dizaines de fois des équipes qui ramenaient des gars qui avaient des autoradios sur eux ou dans leur bagnole, et ils arrivaient en nous disant, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, l'autoradio est volé. C'est sûr, on l'a passé au fichier, il est volé. OK. Alors nous, on leur disait, très chers collègues, on va quand même revérifier derrière. Et il faut savoir que les numéros de série des autoradios, on va dire le préfixe, les premiers numéros, on va dire les 6 ou 7, je ne sais plus exactement combien il y en avait, enfin peu importe, sont des numéros génériques du fabricant. OK. Donc, il y a toujours, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens d'une marque d'autoradio particulière, on va dire un Pioneer. Tiens. Voilà. La marque Pioneer, les 6 premiers numéros, ça voulait dire que c'est un Pioneer. OK. Et il fallait passer l'intégralité des numéros pour savoir si ce numéro-là, lui, était un numéro client réellement vendu et réellement volé. Donc, ils se contentaient de passer les premiers numéros. Bien évidemment, bingo, ça apparaissait volé. Et on t'amenait le monsieur avec l'autoradio en te disant, voilà, lui, c'est un voleur. Et en fait, nous, on passait tout ça derrière. Attends, mais le mec, il lui arrive les emmerdes après? Non, parce qu'on ne les mettait pas en garde à vue. Ah oui, du coup. Mais moi, j'étais menacé. J'étais menacé par des chefs de service qui me disaient, vous devez le mettre en garde à vue. J'ai dit, faites-le vous, parce que moi, ce monsieur, il n'a commis aucune infraction. Donc, je ne mettrai pas en garde à vue. Donc, ça a créé une ambiance délétère au niveau des services de l'enquête. Ces petits cheffaillons, ces petits commissaires qui étaient avides de chiffres et de primes, menaçaient les effectifs judiciaires. Moi, j'étais menacé, mais pas que moi. Il y avait une pression de la hiérarchie et donc du politique. C'est pour ça que mettre le judiciaire sous l'autorité des préfets, c'est pas envisageable. C'est juste pas républicain. Mais ça, faut le dire quand même. C'est anti-républicain. C'est anti-démocratique. On n'a pas le droit de faire ça. Le préfet n'a aucune culture judiciaire. Donc, il faut arrêter de... Alors, on va te dire, oui, mais à Paris, ça se passe bien. Sauf que c'est l'APP.
et que historiquement, la PP. préfecture de police. Police. Préfecture de police, PPPJ, préfecture de police, je veux dire, enfin bref, bon. Historiquement, c'est très ancien. Il y avait une vraie culture judiciaire. Moi, j'ai commencé à la PPPJ, enfin, ce qui était à l'époque. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça, mais peu importe. Mais le préfet n'avait pas de prise sur le judiciaire, parce que d'abord, il avait d'autres soucis. Ouais. Et puis, il y avait des directeurs PJ qui avaient une forte personnalité. Et ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça a disparu. Donc, les mecs sont au garde à vous. Militarisation, tout simplement. Et donc, si tu mets le judiciaire sous l'autorité au niveau local des petits préfets de région ou de département, bonjour l'angoisse. Bonjour l'angoisse. Tu ne vas pas t'en sortir. Et la peur, c'est pour ça qu'il y a eu un mouvement de révolte des membres de la PJ au niveau de la base, qui n'a pas été relayé d'ailleurs, parce qu'ils ont compris ce qui allait leur arriver. Déjà, ils allaient être éclatés. Puis quand tu travailles dans un service comme le SRPJ de Marseille, on te dit du jour au lendemain, non, mais tu n'es plus compétent sur l'ensemble de la région, tu es l'ensemble que sur du département. Mais c'est de l'escroquerie, quoi. C'est un sabordage en règle. Et tout ça au détriment de la protection des gens. Des gens, tout simplement. Tu as parlé là justement, tu as dit cette culture du chiffre, elle a créé de la concurrence entre les flics, avec un peu justement un esprit de délation, etc. Oui. Toi, tu as eu aussi une expérience syndicale, donc tu es attaché à défendre, ou tu as été attaché à défendre cette organisation-là. Bien sûr. Et pour en revenir, quand on regarde les films d'Olivier Marchal, on a l'impression que c'est vraiment une grande famille, quoi. C'est une grande maison. C'est un mythe. Non, ça. Ou est-ce que ça s'est justement là aussi effondré? C'était le cas avant et c'est plus le cas maintenant. Non, moi je crois sincèrement. Enfin, moi j'ai commencé au 36 au Quai des Orfèvres, où il y avait une vraie solidarité de corps, oui. Ouais. Oui, non, c'était une famille. Elle a été abîmée, cette solidarité? Ah bah elle a été détruite, oui. Ah voilà, c'est ça que je demandais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un flic se sent plus de la même famille qu'un autre flic, quoi. Non, c'était pulvérisé. Alors attention, est-ce que ça veut dire que ce que j'ai connu, moi, était la bonne solution ou était le monde idéal de la police? Je crois pas non plus. Il faut pas non plus idéaliser un monde qui était très dur. Mais alors, je suis pas nécessairement le meilleur exemple, parce que j'ai commencé au STUP, moi. Donc les STUP, c'était encore un univers à part. On n'avait pas d'horaire, c'était décalé, c'était une vie de fou un petit peu, qui te déstabilise considérablement. On parlait de l'alcool tout à l'heure, mais ça en faisait partie, c'était culturel. Il y avait des pots tout le temps, partout, tu tombes facilement dans l'alcool. Moi, ce qui a fait que je ne suis pas tombé là-dedans, et heureusement, c'est que j'étais sportif à l'époque, beaucoup, très sportif. Et j'avais rencontré des gars qui faisaient du sport. Donc je mettais ça un peu de côté. Mais c'est tellement impactant comme milieu, que ce soit les stupes ou autres. Parfois, moi, les affaires qui m'ont le plus marqué, c'est pas des affaires de stupes. Quand tu rentres à la maison avec ça sous le bras, tu vas en parler à qui? À ta femme, à tes gosses? Non. Qui en plus connaissent pas le métier. Tu vois qui t'a le plus marqué? Il y a beaucoup d'affaires, mais il y en a deux. Une qui m'a longtemps fait pleurer. C'était juste un accident de voiture. Tu vois, à la Palmade. Un mec sous substance qui a craché la bagnole. Ouais, deux connards qui avaient volé des bagnoles et qui faisaient des courses-poursuites. Okay. Et l'une des deux bagnoles a pris de plein fouet une voiture où il y avait une famille. Le père, la mère et les 3 gosses. Le père et la mère sont morts. Et une des enfants était dans le coma. Et quand tu es face à ça, face aux enfants qui pleurent, à la famille qui est détruite, tu vois, tu prends ça dans la gueule et tu rentres le soir avec ça. Et tu vois tes enfants et tu vois ta femme qui comprend rien, qui est pas apte à comprendre ça. C'est pas qu'elle est idiote, c'est que tout simplement, il y a que quand tu es confronté à ça que tu peux mesurer le drame, tout simplement. Et puis une autre affaire qui est toujours en cours, enfin elle n'est pas toujours en cours, mais celle-là je ne la lâche pas, c'est un meurtre qui a été maquillé en suicide, qui a fait l'objet de pas mal d'émissions. C'est la pendue de Neuilly, où là pour le coup, on m'a fait un petit dans le dos, j'ai pas apprécié, quoi. Mais je peux difficilement parler parce que j'ai pas envie d'avoir un procès par les 2 types que je soupçonne d'avoir tué cette femme. Ah oui, parce que ça n'a pas été jusqu'au bout. Ça a été jugé, ils ont été acquittés 2 fois aux assises. C'est là où j'ai croisé le fameux Dupond-Moretti, cette gloire purement médiatique. Et c'est une affaire qui a duré sur 10 ans, donc c'est compliqué là, on en aurait pour des heures, il faudrait quasiment un format spécifique là-dessus, mais cette affaire-là m'a empêché de dormir aussi pendant des années, non pas parce que je ne l'ai pas résolu, mais parce que je me suis fait avoir. J'ai été un peu trahi par le système. D'accord. Mais tu peux retrouver ça facilement sur les réseaux, et puis même partout, quoi.
Voilà, donc tu as des affaires comme ça qui te marquent. Il y en a d'autres que visuellement qui t'ont impacté parce que voilà quoi, c'est des moments assez importants dans ta carrière. Moi, j'étais à Marignane au moment de la prise d'otage de l'avion d'Air France par le GIA. Quand tu vois les types du GIGN intervenir, là, t'es pas devant un écran de télé, hein, tu es sur place. Ok. Et après, tu vois les otages. On les a tous vus, les otages. Et là, tu vois ça te fout un choc, quoi. Respect. Respect pour des hommes qui vont libérer des otages alors qu'il y a des types en face avec des kalachnikovs. Cela, il faut les respecter. Ouais. Alors, tout de suite, quand je reçois le coup de téléphone, je me rends compte que c'est quelque chose de grave. Et on m'informe qu'il y a un détournement d'avion, que le GIGN a été projeté sur Palma, Majorque et qu'on demandait des équipes pour renforcer. Je reçois l'ordre de mon chef de groupe d'intégrer le groupe tireur. Alors, dans un premier temps, quand l'avion s'est posé, il faut savoir qu'il faisait nuit à ce moment-là. Ce qui nous a permis de nous rapprocher un peu plus près de l'avion. On était vraiment sur le tarmac proprement dit, il n'y avait pratiquement pas d'artifice pour nous camoufler. Sauf qu'au lever du jour, les preneurs d'otages ont décidé de se mettre face à la tour de contrôle. Et là, il a fallu réarticuler très rapidement les dispositifs. On a rejoint le PC arrière, où on a fait un dernier briefing pour se repositionner. Je me suis retrouvé à peu près 130 mètres du secteur que j'avais à couvrir. En l'occurrence, c'était le cockpit, partie avant droite de l'avion. Moi, j'étais équipé d'un fusil de précision, FRF1. Le commandant du GIGN, à l'époque, Denis Fabier, donne l'ordre d'assaut. Et là, on voit effectivement arriver dans nos lunettes 3 véhicules d'engins de piste qui arrivent pour donner l'assaut. Là, on est dans une phase d'observation, renseignement. Pendant toute cette phase, nous, on renseigne, on observe et on donne les éléments aux équipes qui donnent l'assaut. On constate que la porte, elle a du mal à s'ouvrir dans un premier temps, qu'elle s'ouvre quelques secondes après par une manœuvre du conducteur de l'engin de piste et qui permet de donner l'assaut par les premiers équipiers de chez nous qui rentrent très rapidement. Ensuite, on entend des échanges de coups de feu à l'intérieur du cockpit. On voit le hublot du cockpit s'ouvrir, que c'est le mécanicien qui se laisse tomber par le hublot. Le commandant du GIGN à ce moment-là qui nous demande d'appuyer la progression des équipes à l'intérieur de l'avion. Les otages à ce moment-là, nous on voit grâce à nos lunettes qui sont en train d'être évacués par les toboggans. On constate que le médecin prend en compte les blessés en dessous de l'avion. Nous, on sait très exactement qu'il y a 4 terroristes à l'intérieur de l'avion, mais on ne sait pas s'ils sont exactement positionnés au niveau du cockpit. On entend des échanges de coups de feu au niveau du cockpit. Je constate qu'il y a un individu qui se présente à la fenêtre qui est ouverte, qui correspond au descriptif du terroriste qu'on avait identifié lors de l'observation précédente. Et à partir de ce moment-là, on applique un tir d'appui-feu. Une fois que la fin d'opération est annoncée sur la radio, évidemment, on décroche. Je redescends sur le tarmac et pour ma part, je suis effectivement rentré dans l'avion, voir ce qui s'est passé derrière les écrans et ensuite je rejoins les équipes d'assaut. On ne fait pas de débriefing, c'est une discussion qu'on a entre nous à chaud. Le débriefing viendra plus tard une fois rejoint l'unité. Le médecin nous annonce très rapidement qui est blessé parmi nous et qui est gravement blessé. Tu as dit qu'il y avait une explosion de la criminalité et de la délinquance. Oui. Mais au-delà du chiffre, est-ce que il y a eu une modification ou il y a une évolution dans le type d'actes criminels, d'actes délinquants? D'ailleurs, c'est quoi la différence entre la criminalité et la délinquance? Je ne sais pas trop. C'est un peu la même chose. Hein. Mais est-ce qu'il y a des évolutions dans les profils de délits, de crimes? Oui. Alors, il y a une évolution. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il faut savoir que le monde de la délinquance, il est fermé. Ce sont les mêmes délinquants qui font le plus de conneries. 90% de la délinquance, c'est 5% d'individus, hein, c'est pas grand-chose. Ah ouais. Mais oui, c'est toujours les mêmes. Hein. Les cambrioleurs, c'est toujours les mêmes. Les arracheurs, c'est toujours les mêmes. Si tu prends le métro, tu vois bien que c'est toujours les mêmes qui font les arrachages et les vols à la tire. C'est pas des nouveaux, ça se renouvelle pas. Non, c'est toujours les mêmes. Et il y a un problème de recrutement. Hein. De recrutement de qui? Toujours les mêmes. Des délinquants, tu veux dire? On pourrait créer une université de la délinquance, ce serait peut-être assez une idée à creuser. Dupond-Moretti, belle idée de reconversion. Je le verrais bien président de cette université. Moi, je le verrais très bien en prison aussi. On va choisir. Je l'aime pas, donc c'est clair. Non, je l'aime pas. Moi, je le surnomme Falstaff. Le Falstaff sinistre de la justice. Qui t'a tort. Parce que j'aime beaucoup Falstaff, shakespearien. Hein,
qui est un personnage haut en couleur. Lui, il n'est pas haut en couleur, il est assez sinistre. Terne. Et donc, oui, dans l'évolution de ce profil. Oui, alors pourquoi une évolution? Mais tout simplement parce que le sentiment d'impunité s'est développé, que ces délinquants qu'on arrête régulièrement, je veux dire, il n'y a pas un flic, ils disent tous la même chose, et ils ont raison de le dire, des types qu'on arrête 5, 10, 15, 20, 30, 40 fois. 40 fois. Ah si, je l'ai Il y a des mecs qui passent 40 fois. Au commissariat, bien sûr, oui. Voire plus. Mais parce qu'à chaque fois, on n'a aucune preuve concrète. Non, c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois, il y a pas de... ils sont pas incarcérés. Je veux dire, le problème numéro 1 dans ce pays... Qu'est-ce qui décode? Comment c'est possible qu'un mec passe 40 fois sans être incarcéré? Qu'est-ce qui se passe? Qui a pris la décision de ce truc? Alors, il y a plusieurs raisons. Souvent, c'est parce il arrive, tu me pinces, voilà, tac, j'arrive, je suis au commissariat. Alors, quand il est mineur, c'est clair, il y a quasiment jamais d'incarcération. Puis quand il n'est pas mineur, il y a tout simplement l'incapacité de la justice à faire appliquer ses décisions. C'est-à-dire que tu as des types qui sont condamnés 10, 20 fois, 30 fois, mais ils ne vont pas en prison. Tant qu'on n'a pas... Si tu veux, il y a une philosophie de la non-incarcération. On vous dit, désolé, il y a trop de files d'attente au tribunal. Alors, comment ça se passe? Nous, en tant que flics, on ne nous disait rien. On se fout éperdument de ce qu'on pense. Mais quand tu défères un type qui a fait quelque infraction que ce soit, il est présenté à un magistrat, un substitut. Et si le substitut décide de l'incarcérer, ensuite, c'est le juge des libertés qui va valider ou pas la demande d'incarcération. Mais il est clair qu'il y a deux choses. Un, il y a une philosophie anti-incarcération qui s'est développée dans ce pays. Et deux, on n'a tout simplement pas assez de places de prison. Donc des gens qui mériteraient d'y aller n'y vont pas. Or, après, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu es délinquant. On t'arrête une fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois. On te présente au commissariat, tu es en garde à vue. À chaque fois, on te présente devant un substitut qui, lui, ne t'incarcère pas. Te met pas en prison. Qu'est-ce que ça crée comme sentiment? Sentiment d'impunité. On est bien d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Et non seulement il recommence, mais il recommence à chaque fois plus fort. Et ainsi de suite. Il y a une graduation dans l'acte, puisqu'il y a un sentiment d'impunité absolue, totale, qui s'installe. Pourquoi se retenir? Donc, au départ, c'est des petites infractions, puis si c'est des petites violences, ça devient de grandes violences, et peut-être un meurtre au bout de la chaîne. Mais à partir du moment où il n'y a pas de frein, pourquoi freiner? Pourquoi ne pas accélérer? Et dans les crimes et délits, est-ce que justement, quand je parle d'évolution, c'est aussi au niveau des actes qui sont commis? Est-ce que par exemple, il y a des choses qui à 20 ans étaient assez rares et deviennent beaucoup plus communes, ou des trucs qui aujourd'hui, ou l'inverse par exemple, c'est-à-dire qu'il y a plus de, par exemple, je sais pas, il y a plus d'agressions avec violence et moins de viols, ou il y a plus de ceci et moins de ça. Enfin, est-ce qu'il y a des évolutions? Alors, des agressions gratuites, oui, il y en a beaucoup plus. Oui. Qu'est-ce que ça s'appelle une agression gratuite? C'est-à-dire c'est ni pour voler, ni pour... Ouais, si je pour se faire plaisir, je vais me faire un mec, bam, je vais lui en coller une. Ah, je me suis bien marré. Ça, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Maintenant, sur la graduation des actes de cruauté, des actes qu'on appelle accompagnés d'actes de barbarie, il y en a toujours eu. Ouais. Il y en a toujours eu. Ça s'appelle la nature humaine, tout simplement. Ce qui est nouveau, c'est de l'hypermédiatisation de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vis quasi en temps réel sur les réseaux ou à la télé, avec les chaînes mainstream. Tu vis ça en direct. Moi, j'ai été invité très souvent, trop souvent, par BFM pour commenter des affaires pénales, enlèvement. Trop souvent. Oui, trop souvent, parce que tu te rends compte qu'au final, tu fais quoi? Tu fais du... Je ne sais pas d'ailleurs comment qualifier ce que je faisais, parce que ça n'avait aucun intérêt. Tu qualifies le rien. Tu en arrives à commenter le rien. Quand il y a, je pense à l'enlèvement de Lina, la petite Lina. Elle a été enlevée, cette petite. Bon, j'ai passé des heures et des heures sur les plateaux de BFM pour dire qu'on ne savait pas où elle était. Et pour évoquer... tu vois ce que je veux dire? Non, mais évoquer mille et un scénarios. Tu en arrives à faire du roman. Tu fais du roman policier, de la spéculation policière. Et d'ailleurs, je l'ai dit plus d'une fois. Je dis, bon, là, on réinvente l'eau tiède, parce qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. T'as pas de piste, t'as rien. Si t'as un embryon de piste, tu peux dire, ah bah tiens, peut-être que. Mais quand t'as rien, c'est dramatique pour la famille du reste, parce que à chaque fois, tu fais naître des faux espoirs. Là, pour l'affaire Lina spécifiquement, à un moment donné, ils fouillaient des voitures. Je sais pas si vous avez suivi cette affaire. Ils fouillaient des voitures. Ça y est, tout de suite. L'auteur des faits est là. Il est là, on l'a sous la main. Je dis, mais temps mort, les gars. Ils sont en train de fouiller, les gendarmes fouillent 6 voitures. Parce que ça correspond possiblement à un des véhicules vus dans le secteur. Ça ne veut pas dire que, 1, on a bien identifié la bagnole, et 2, que les gens chez qui on fouille sont
des coupables d'enlèvement. Ouais, on a un embryon de bout de piste, quoi. T'as une piste, c'est tout. On fouille, on fait notre job. Les gendarmes font juste leur boulot, quoi. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on met un focus là-dessus. On médiatise des procédures en cours, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, c'est totalement contre-productif parce que ça emmerde puissance 10 les enquêteurs. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit sur le plateau. Mais qu'est-ce qu'il faudrait maintenant? Je dis, leur foutre la paix, peut-être. Voilà, c'est une bonne idée. Juste ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Rien. Juste ça. Rien, vraiment. Enlevez vos foutues caméras. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, il y a peut-être des témoins qui ont voulu parler, qui auraient pu parler et qui pourraient apporter un élément, qui ne le font pas. Parce qu'ils ont peur d'être Ils médiatisés. ont peur d'être médiatisés, de se retrouver avec le pif, la caméra sous le pif et d'être en première page. Ah, un tel a parlé, on va là. Non mais, oh les gars. Et d'ailleurs, souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est lorsqu'on a éteint les lumières des caméras que les affaires sortent. Parce que la parole est plus facile, plus simple. Ouais. Et on n'est pas sous les feux des projecteurs. Là, c'est vrai qu'on évoque 1001 sujets en même temps. Mais bon, après, il ne faut pas perdre les fils directeurs si tu as une idée, si t'as une idée, d'ailleurs. Précise. J'ai plein de questions. Je les pose comme elles viennent, comme on. Très bien. J'espère que mes réponses sont claires, par contre. Parce que les sujets sont denses. En tout cas, je les trouve clairs. Mes sujets sont denses, les réponses sont denses, et j'ai peur de ne pas être assez précis, parce que c'est très complexe ce qui est en train de se passer sur la manipulation de la procédure. Mais si les gens veulent en savoir plus, tu as écrit des bouquins. Hein. Bon, oui, mais c'est un livre c'est un livre règlement de compte. Ah. C'est-à-dire que j'ai essayé de raconter dans mon bouquin mon parcours. Mais j'ai évoqué beaucoup l'affaire de la péniche. D'accord. Parce que j'ai profité de l'écriture de ce bouquin autobiographique pour essayer de mettre en exergue cette fameuse procédure pour laquelle il était très compliqué de faire connaître la vérité. Tout simplement. D'accord. Et moi, j'ai pas envie d'être poursuivi. Voilà. Ce serait trop simple. J'ai pas envie de leur faire ce cadeau. Voilà, t'as pas envie de leur faire ce cadeau. Non, j'ai pas envie. Tu parlais de la baisse des effectifs. Ouais. Il y a deux discours qui s'affrontent sur les quartiers difficiles. Il y a ceux qui disent qu'il y a un harcèlement policier permanent, que les flics sont là en train d'emmerder la population. Et puis d'un autre côté, il y a les flics qui disent mais on rentre même plus. Qui a raison dans cette histoire? Les deux, parce que ça. Faudrait savoir, ça ne veut pas aller ensemble en fait. Non, mais ça renvoie à ce que je t'expliquais sur la poursuite des chiffres. On est allé effectivement, on a sauté en permanence les effectifs de voie publique. Hein. Nous, en judiciaire, on n'avait pas ce point de vue-là, mais on a sauté effectivement sur les cibles les plus faciles à atteindre, ceux qui étaient à portée de main en quelque sorte. Et donc, c'était la façon la plus facile d'avoir des chiteux, par exemple, tout simplement. Donc on les a un petit peu mis sous le focus, c'est clair. Maintenant, ce qui est aussi une réalité, c'est qu'on a désossé ces quartiers. C'est-à-dire qu'on s'est totalement désintéressé de ces quartiers. Moi, c'est mon credo. Ça l'est toujours, ça l'était, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Je pense qu'il faut impérativement que l'État soit visible dans ces secteurs-là. Il faut renvoyer des policiers là-dedans, mais pas des policiers habillés en G.I. Joe, en Golgoth, en combattant de l'an 2050. Il faut une police du quotidien. Alors certains disent la police de proximité, mais je m'en fous du terme qu'on emploie. Ce qu'il faut, c'est que le flic qui retourne là-bas soit pas nécessairement un flic à la recherche de chiffres ou d'efficacité. Il faut que ce soit un interlocuteur. Il faut que ce soit quelqu'un qui fasse l'interface entre le pouvoir, entre l'État et la population. La population, c'est pas une cible, c'est des gens qu'on doit protéger et à qui on doit apporter des réponses parfois. Mais c'est une autre philosophie d'emploi, c'est en contradiction avec ce que je t'ai dit préalablement, sur le fait que la philosophie globale est une philosophie de protection de l'État, et pas simplement, et pas de, protection de l'individu. Et ça manque considérablement. Et aujourd'hui, pour retourner dans certaines cités, je ne sais pas comment faire. Là, pour le coup, demain, je serai aux affaires, on me dirait, tiens, vous êtes ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas. Enfin, ici, il y a des choses qu'il faudrait mettre en place, des protocoles préalables, c'est-à-dire renouer le dialogue avec... créer une interface, mais une interface crédible. Pas les grands frères comme il y a eu une certaine époque, qui en fait, on savait que c'était des caïds de cité, des caïds de chefs de bande qui tenaient les trafics. Non, il faut créer une interface avec des associations qui existent, mais que cette interface, que ce lien soit consolidé, pas simplement envoyer, faire des chèques à des associations pour leur dire tiens, faites le job à notre place. Parce que ça a été ça aussi. C'est ça qu'on appelle le fameux... on a acheté la paix sociale. On entend souvent cette expression, elle veut dire quoi? Est-ce qu'elle est vraie? Elle est réelle. Tout simplement, on a financé des associations qui étaient tenues par des familles qui en faisaient un peu ce qu'elles voulaient et qui en tout cas tenaient un peu leur entourage. Donc on les a achetées, bien sûr qu'on les a achetées. On a fait en sorte de, dans certains cas, tenir des cités
On savait que certaines familles, alors on les a bien conseillées, on leur a fait monter des associations bidons. Dans l'association, tu avais toute la famille qui était président, trésorier, secrétaire, enfin bref, avec un objet social totalement bidon. On finançait on donnait du fric, et en échange, la cité, elle n'explose pas, quoi. On met moins le feu aux bagnoles, quoi. Et d'ailleurs, le virage a été pris quand on a moins financé ces associations, on n'a plus du tout contrôlé les cités. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça, c'est qu'on a lancé un truc. Au départ, c'était une mauvaise idée. Ouais, et ensuite, on a coupé les fonds de ce truc qui était une mauvaise idée sans le remplacer par quoi que ce soit. Non, mais c'est complexe, mais oui, c'est la quadrature du cercle. Et moi, j'en arrive à un point où, justement, tu vois, par exemple, on a fait tomber des gros caïds. Les gros caïds se sont entretués ou on les a fait tomber. Dans les deux cas, tu en as certains qui sont en prison, d'autres qui sont morts. Quand À Marseille, notamment. Enfin. Okay. Mais le concept a été plus ou moins... Mais l'idée surtout caricaturale à Marseille. Au final... Et ce qui explique les règlements de compte à répétition, aujourd'hui, c'est qu'au final, ça a décalé vers le bas la gestion du trafic. C'est-à-dire que c'est plus des caïds qui tiennent tout ça. Tu avais des parrains à Marseille, mais pas des parrains à la sicilienne. Tu avais des parrains issus des quartiers. Ils ne s'appelaient pas Paoli, ils s'appelaient Mohamed. Et c'était des parrains. Et ces types-là tenaient le trafic. Donc ils jouaient les juges de paix aussi. C'est quand un type comme ça arrivait dans un quartier, le quartier ne bougeait pas, quoi. Or, ces mecs-là sont soit morts, soit en prison. Donc, les petits caïds qui étaient qui étaient un cran en dessous, voulaient leur place au soleil. Donc, ils ont fait quoi ? La place est libre. Ils se sont fait la bagarre. Et c'est d'ailleurs, quand il n'y a plus de règlement de compte, ça veut dire qu'il y a une bande ou un type qui a pris le pouvoir. Et donc, qui tient tout ça. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut la paix sociale en acceptant l'idée qu'il y ait des caïds, ou on veut faire la guerre aux stupes, et alors à ce moment-là, on désigne tous les... Mais on n'a pas les moyens de faire la guerre aux stupes dans ce pays. Ni dans aucun pays. Pas les moyens, mais est-ce qu'on a la volonté ? Non, ni l'un ni l'autre. Mais je veux dire, c'est un phénomène qui n'est pas policier. La cam, c'est pas un phénomène policier. La cam. Ah, la cam. La drogue, c'est pas un phénomène policier. J'ai cru que c'est encore un acronyme. Non, mais moi, c'est ce que je dis à chaque fois. On me regarde avec des grands yeux. On me dit comment vous êtes policier ? Bah oui, justement. Je suis rentré dans la police en 83. Il y avait déjà des brigades des stupes, que je sache, à l'époque. Donc si ça existe toujours, c'est bien qu'on n'a pas su endiguer le phénomène. C'est bien que les gens consomment. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils consomment ? Pourquoi on est arrivé aujourd'hui à une société dans un tel état de dépression ? Pourquoi on prend du shit ? Alors, quand on discute avec des esprits simples, ils te disent « Ah oui, mais c'est juste pas un usage récréatif. » Je dis « Non, c'est pas vrai. C'est parce que ça coûte moins cher d'acheter un barreau, de fumer un joint, que de se payer une séance de thérapie. C'est pas le même prix. » C'est vrai. Et ça permet de décompresser. Donc vous avez tout un pan de société. Et je renvoie des ouvrages sur la manipulation de l'information et les propagandes d'État qui est ultra anxiogène. Nous vivons dans une société aujourd'hui qui est ultra anxiogène. Donc c'est pas surprenant que des individus aient tout simplement envie de décompresser en fumant du shit. Ou en sniffant de la coke. Je dis pas que c'est bien. Hein. Je dis que on ne maîtrise pas parce que c'est trop... C'est énorme. C'est comme si on avait copé le Titanic avec une cuillère à soupe. Mais tu disais, on a coupé un peu la tête des caïds, Parfois, des, pas des caïds, mais hein. des parrains. Mais pourtant, lorsqu'il y a eu les émeutes récemment, ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens ont analysé que ça s'était arrêté justement parce que les gros pontes du deal ont dit maintenant on arrête, c'est mauvais pour le business, ou c'était fake. Je pense que c'est fake. Hein. Je pense que c'est fake. Bon, d'abord, ça a duré un petit moment quand même, les émeutes. Enfin, là, tu as quand même, je dirais, une expression à la fois cataclysmique et en tout cas significative du fait qu'on ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire qu'on a vu la France, là, livrée pendant des jours et des jours à l'émeute. Alors aujourd'hui, on a un président qui va expliquer à Benyamin Netanyahou comment il faut faire pour lutter contre le Hamas, mais qui n'est pas foutu de régler la paix sociale dans son pays. Faut bien regarder la situation en face. On a un gouvernement qui fait la leçon à la terre entière, qui n'est pas foutu de mettre en place une politique cohérente de dialogue social, de dialogue entre la police et la citoyenneté. Je pense fondamentalement qu'il s'en fout. Parce qu'au final, pour régler les problèmes sociaux, manifestations contre la réforme des retraites ou les gilets jaunes, on envoie les CRS, les gardes mobiles, la Bravem, les compagnies d'intervention. On donne des coups de matraque à la population qui vient demander son beefsteak. Puis le reste, ça passe. T'en penses quoi de la Bravem ? T'en penses quoi de la Bravem ? Je pense que c'est c'est pas une erreur. De leur point de vue, c'est très efficace. Brave M, l'acronyme était inconnu en dehors des manifs, il est devenu un sujet politique. En plein mouvement contre la réforme des retraites, la brigade de répression de l'action violente motorisée refait parler d'elle.
Une pétition au succès fulgurant sur le site de l'Assemblée réclame même sa dissolution. Voici la genèse de cette unité de police controversée. Fin 2018, les forces de l'ordre sont essoufflées face aux Gilets jaunes. Le préfet de police Michel Delpech crée en urgence les détachements d'action rapide, une unité mobile rapidement associée à des interventions musclées et son usage du LBD, le lanceur de balles de défense. Son successeur, Didier Lallemand, remplacera le dispositif par des policiers à moto travaillant en binôme. La Brave M est officiellement créée. Elle poursuit les manifestations sauvages, elle interpelle en plein milieu des cortèges. Ces policiers sont facilement reconnaissables avec leur casque de motard blanc ou noir. La raison d'être de la Brave M, c'est donc sa mobilité. Elle intervient de manière imprévisible, sans sommation. Il y a peu de graduation dans l'usage de la force. Résultat, ces policiers ont très mauvaise réputation en manifestation. Je le vois sur le terrain, ils sont hués systématiquement et leur visage souvent masqué renforce le sentiment d'impunité. Ces méthodes ne font d'ailleurs pas l'unanimité au sein de la police nationale. La Brave M a été parfois critiquée par d'autres unités plus spécialisées en maintien de l'ordre, comme les CRS, qui leur reprochent des interventions erratiques, vectrices de tension. La Brave M se retrouve donc souvent sous le feu des projecteurs alors que ce n'est qu'une frange du maintien de l'ordre. Ces dernières années, on a vu des images de matraquage au sol, du gaz lacrymogène pulvérisé à bout portant, des coups de poing et plus récemment, des manifestants insultés ou menacés après leur interpellation. Ça va toi? Oui. Dans quoi? Oui. Là c'est un restaurant. T'as pas autre chose à foutre? Ah c'est toi qui pleurais tout à l'heure? Ouais c'est vrai. On l'a tiré. Et là il peut les bras. Il a été satellisé. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Vraiment. Tout à l'heure on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur, gros, t'avais plus de bite d'heure quand on est arrivé. Ça c'est les mecs à 500 mètres dans la rue qui font des dos et dès que t'arrives en cours. Jamais tu les verras avec une licence dans un club quelque part. Jamais, c'est la merde. Ça a tellement de chance d'être assis là quand on est interpellé, je te jure. Je te pétais les jambes, au sens propre. Hein. Je peux te dire qu'on en a cassé des coudes et des gueules et des... Mais toi je t'aurais bien pété les jambes. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu vas faire, moi, tu veux la deuxième. Ouais, prends exemple sur tes potes. Tu vas faire, moi, t'en veux une. Je ferme pas. Moi, je ferme pas. Tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Et surtout, n'hésite pas à te dire ça là-bas. Dire ça où? Là-bas. Là-bas où? Là-bas? Là-bas où? Vous allez nous ramener où? Et le commissariat, moi j'y vais pas, il y a que toi qui parlera. Voilà, c'est pour ça que tu fais ça. Hein? C'est pour ça que tu fais ça. Ouais, tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Bah, on y va. On y va? Ouais. Ah ouais? Oui. Ok, c'est le premier qui bande pas le cul de l'autre. Pas dans ça. Ah ouais? On va t'apprendre à respecter en fait. Je crois que t'as pas bien compris. T'as pas été éduqué. Parce que par contre, hein, quand je t'ai attrapé, hein, t'as commencé à trembler, je peux le dire. C'est moi qui t'ai mis la balayette en premier. Hein, je peux te dire que si tu veux revenir dans la rue, travaille ton cardio mon grand. T'as traversé la rue, t'étais oxy. Ouais, moi je suis chaud. Hein. C'est lui qui a pleuré quand on l'a tracé, non? Oh ouais. T'inquiète, ta petite tête, ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Et je peux te dire que nous les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. T'inquiète pas. Vas-y, rigole, non mais t'inquiète. On va 30 km Pourquoi tu rigoles? Nous on tape des black blocs à longueur de journée, mon gars. Et je peux te dire qu'ils ont des couilles quand ils viennent. Bon, après ils repartent chialer chez leur grand-mère, mais c'est ils ramassent les dents après. Et ils ramassent leurs dents aussi. Toi t'as de la chance, quand j'ai vu ta gueule, tu m'as fait à moitié pitcher. Limite j'aurais te donné un petit peu à boire, mais j'ai dit vas-y. Toi tu sais pas, en plus t'es sur Paname, tu fais trop le show, tu traînes, moi te choper, tu vas rien comprendre. Ou ben même si tu veux, je vais te choper, hein. J'enlève ça, pas de soucis. T'inquiète. J'enlève même ça parce qu'après tu vas encore dire que j'avais des coups de gire et que je t'ai mis une manchette. Incroyable. Ça crame des phalanges en garde de soirée, ça bloque son lycée avec une barrière, là, ça fait des doigts à 100 mètres et après ça assume. Ça c'est pas éduqué ça. Les parents ils ont raté un gros truc là-dessus. C'est comme tous les gars interpellés, je suis assis, bah vous pouvez plus rien faire. Ok les gars, on commence à casquer parce qu'il y a encore du monde sur le château d'eau. D'accord? Putain de la chance, on va se venger sur d'autres personnes. Si t'as l'occasion de regarder la télé, regarde bien. Prochaine fois, tu sauras ce qui t'attend quand tu reviendras. Mais c'est la démonstration qu'on se fiche éperdument des revendications sociales. Moi, j'ai assisté à plusieurs manifestations. Je veux dire, il y a un vrai balai
qui est organisé entre les pseudo-Black Blocs, dont on pourrait beaucoup parler, et les compagnies d'intervention. Les Black Blocs font le jeu, mais alors merveilleusement le jeu du pouvoir. C'est un balai, une manifestation. Moi, je me suis trouvé pris dans... Alors moi, j'aime bien voir d'abord, pour savoir de quoi on parle, j'aime bien assister aux manifestations. De voir qui manifeste et comment ça se passe en termes d'intervention. Et celle que j'ai vue où c'était à mourir de rire, enfin, pas vraiment, parce que j'ai failli m'en prendre plein la gueule, c'est quand la manifestation est arrivée à Opéra. On parle des Gilets jaunes, là, je suppose. Non, pour la réforme des retraites, là, récemment. Ah, d'accord, ok. Récemment. Mais j'ai vu aussi les Gilets jaunes. C'est exactement le même format. Et ben, je me suis retrouvé pris en tête de cortège, au milieu des Black Blocs, là, pour le coup. Alors, c'était rigolo. Enfin, tout ça est parfaitement orchestré. Donc, les Black Blocs mettent le feu. Ils sont tellement cons, certains, qui mettent le feu. Ils ont mis le feu à un échafaudage où il y avait des ouvriers, quand même. Alors, en matière de lutte sociale, d'antifascisme, je ne sais pas en quoi les gars qui étaient sur l'échafaudage étaient des forces ultra-capitalistes, mondialisantes, enfin bref, bon. Donc, il y a cette partie de la manifestation où on met le feu, on jette des projectiles de toutes sortes. En face, le service d'ordre se met en position de charger. Et là, comme par hasard, plus de Black Bloc. Paf! Ça s'écarte, ça disparaît dans la masse et charge les fameuses compagnies d'intervention. Et tu te trouves en tant que Pékin, et c'est le citoyen de base qui se fait charger. Moi, en l'occurrence, et d'autres, qui se retrouvent face à des types carapassonnés comme des scarabées, en train de leur filer des coups de matraque alors qu'ils n'ont strictement rien fait. Donc l'idée, elle est simple. C'est tout simplement de décourager les manifestants Tu es en train de dire de que manifester. Le pouvoir laisse les Black Blocs volontairement casser. Mais c'est une pour évidence. Pouvoir ensuite faire charger les CRS. Je crois que pour contester ce point de vue, il faut n'avoir jamais participé à des manifestations. Et c'est pour ça qu'après, tu as les chaînes mainstream, comme on dit, qui nous montrent en boucle quoi ? Que des poubelles brûlées, que des jets de projectiles, mais les 3 millions de manifestants qui sont derrière, on n'en parle absolument pas. Mais ça, c'est pas nouveau, très cher ami. C'est Fouché qui l'a inventé, et c'est l'Ancien Régime. Il y a toujours eu des agitateurs professionnels, il y a toujours eu des mouches impliquées dans les manifestations pour déstabiliser les mouvements sociaux. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. On découvre ça, vous croyez que les Black Blocs... Mais oui, mais on est en République maintenant, mon bon monsieur, ça devrait plus arriver, ça. En fait, c'est une interview humour. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vieux comme le monde. Ouais, bien sûr. Je veux dire, pour contester ça, faut être ou hypocrite ou jamais avoir mis le nez dehors. Moi, j'invite à ceux qui doutent, allez à votre prochaine manifestation et vous allez voir. Vous allez voir. Est-ce qu'on interpelle des Black Blocs ? Non. Non. Moi, j'ai vu des vieux interpellés. J'ai vu des pauvres types interpellés. Ils sont trouvés... Moi, je me suis trouvé les yeux comme un lapin rouge parce que j'ai pris du lacrymo plein la gueule. Mais j'avais rien jeté. Les types sont passés à 2 mètres de moi avec leur matraque en train de taper sur tout le monde. J'étais pas spécialement un agitateur marxiste, léniniste, trotskiste, anarchiste. Ouais. L'ultra-gauche, comme dit. Ultra-gauche. C'est dégueulasse ce qu'on a fait. C'est dégueulasse. Je le dis, c'est dégueulasse parce que les gens se manifestaient pour leur beefsteak. Ouais. Pour leur niveau de vie, pour leur retraite. Non, ils manifestaient parce que c'était des séditieux, des factieux. Ah oui, et qui tendaient le bras. Ça, c'est fabuleux. Oui. La manipulation de l'image. C'est énorme. Mais Darmanin adore ça. Il adore le mensonge. Mais le mensonge, c'est la nature même de la propagande. Il y a d'excellents bouquins. C'est la nature même de Darmanin. Bah oui, parce qu'il ment sans arrêt. Non, mais c'est impressionnant quand même. Et c'est là où ça interroge sur la psyché de Macron qui aime ça. Mais lui aussi ment sans arrêt. C'est le mensonge permanent. À l'époque, Mitterrand disait en parlant de le coup d'État permanent. De Gaulle, c'était le coup d'État permanent. Aujourd'hui, c'est le mensonge permanent. Et peut-être même le coup d'État aussi. D'une certaine manière, mais alors là où on est mal barré, c'est que tout le monde est complice. Tout le monde est complice. Bien sûr. Tu parlais des Gilets jaunes, justement, là. Il y a quand même eu des violences policières. Donc on va parler des Black Blocs, mais j'aimerais qu'on parle un peu de l'IGPN. Ça marche ce truc-là, ou c'est vraiment une blague ? Non, ça marche. Ou alors à chaque fois, il n'y a vraiment pas de bol, parce que 9 fois sur 10, ou même 10 fois sur 10, les flics sont lâchés. S'il n'y a pas un énorme battage médiatique, où là, en gros, et d'ailleurs, on a l'impression dans ces moments-là que les flics, coupables ou non, ne bénéficient pas d'un jugement ou d'un traitement impartial. Mais on a l'impression que soit ils sont couverts, donc c'est pas partial, soit c'est tellement médiatisé que même s'ils n'ont rien fait, en fait, ils vont prendre. Mais l'IGPN, ça marche vraiment ou oui, non, parce qu'on a l'impression que c'est devenu un sketch.
Non, c'est faux. Non, il y a plusieurs choses. Ah, c'est un sentiment là aussi? Non, c'est un sentiment. Pourquoi? Parce que moi, je peux te dire que quand tu es flic et que on t'annonce que tu vas devant l'IGPN, tu chimoues, ouais, tu mouilles ta liquette, ouais. Parce qu'il y a une vraie volonté de poursuivre les flics qui sont des délinquants. Moi, ça m'est arrivé de lancer des procédures pénales sur des gens qui étaient sous mes ordres, parce que c'était des voyous. T'as le droit? C'est pas l'IGPN qui peut le faire? Mais non, l'initiative des poursuites, c'est toi en tant que chef de service. Ah, ok, d'accord. Qui peut, si tu vois qu'un type est un escroc, par exemple, et qui commet des infractions parce qu'il est flic, c'est même ton obligation de faire quelque chose. Et après, le relais se fait par l'IGPN qui fait la procédure, mais qui agit sous l'autorité du parquet. Donc il y a un contrôle des magistrats qui existe. Il ne faut pas croire que l'IGPN, c'est tout seul dans son coin. Après, le parquet est-il indépendant? Non, bien sûr. Et c'est là tout le truc. Si tu veux, le schéma, il n'est pas malsain. Parce qu'il faut quand même que les gens qui vont t'interroger connaissent ton métier. Donc c'est quand même pas illogique que ce soit des flics qui soient à l'IGPN. Et je peux t'assurer que la philosophie des enquêteurs de l'IGPN, c'est pas du tout d'excuser les actes des uns des autres. C'est pas vrai. Après, qu'il y ait une influence politique sur le parquet pour dire voilà, bon, avec lui, on va c'est au niveau du parquet, quoi. Voilà, on va peut-être pas avoir des poursuites nani-nana qu'il faut, mais moi j'ai vu des choses, il n'y a pas à se mentir, c'est filmé. J'ai vu des gestes parfaitement scandaleux et parfaitement inacceptables de la part de certains membres des forces de l'ordre. Je ne dis pas des forces de l'ordre dans l'ensemble, mais de certains membres des forces de l'ordre dont la place n'est pas dans la police. Ces types-là doivent être jugés pour ce qu'ils ont fait, clairement. On va pas avoir la langue de bois, là. Hein. Un voyou est un voyou, qui porte un uniforme ou pas. Et d'ailleurs, ces gens-là déshonorent l'institution. C'est eux qui nous posent problème. C'est pas le schéma qui pose problème. C'est que des types se comportent tout simplement comme des salopards. Et bien ceux-là, si vous en trouvez, c'est pas grave. Hein. Non, j'ai vu trop de gens qui consacraient leur vie à leur métier. Et quand tu vois que c'est sali par certains, bah non, c'est dégueulasse, quoi. Tu dis, il n'y a plus assez de flics. Mais est-ce qu'on en a besoin? On a des caméras maintenant. Eh ben c'est tout le débat, justement. On a la vidéosurveillance. On a la vidéosurveillance. Non, sauf la vidéoprotection. Ah oui, mais ça c'est la sémantique. Parce que la caméra, elle te protège. Elle te protège. Je ne sais pas. Sauf que comment une caméra protège? Ben justement, elle ne protège pas. Et justement, mince, oups. Bon, parce qu'en fait, une caméra, elle permet d'élucider une affaire. Bah oui. Mais n'empêche pas qu'elle soit commise, l'affaire. Donc c'est tout le sujet. Donc on a vendu ça aux gens. Si tu forces peut-être le mec à mettre une cagoule. Exactement, voilà. Aussi, ouais, cagoule, mais il se grime, il met une casquette, une fausse barbe, des lunettes de soleil, ou un masque. C'est encore mieux le masque. Ah bah ouais. Le masque, c'est top, le masque. On peut pas te reprocher de porter un masque. Ah bah non. On peut même te mettre une amende si tu le portes pas. Mais si tu le portes pas. Non, mais c'est la caméra, ça fait partie justement du schéma de ce nouveau courant très libéral qui ne raisonne que par des problématiques de fric. C'est-à-dire que bien évidemment, une caméra coûte moins cher qu'un flic, par nature. Mais il faut un flic derrière la caméra. Oui, mais il en faut un. Non, mais une caméra. Oui, okay. Il faut un pour 80 caméras. Voilà, bon, c'est pas gênant. Et puis elle enregistre la caméra. T'es même pas obligé de la regarder en temps réel. Ouais. Donc c'est voilà. Ah bah, si tu veux que ce soit de la vidéo protection, il faut regarder en temps réel. Oui, mais quand tu as un flic avec plusieurs caméras, tu vois, il va pas protéger grand monde, d'accord ? Et de toute façon, c'est une escroquerie morale. On a dit aux gens, on va vous protéger, regardez, on va mettre des caméras partout. Mais c'est pas ce que veulent les gens. Les gens, ils veulent aussi voir des flics dans la rue à qui ils peuvent poser des questions, qui peuvent alerter en temps réel. Et une caméra, à moins que tu fasses même si tu fais des grands gestes devant la caméra, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider beaucoup. Ouais. Donc on nous fait un flanc par rapport à ça, on nous vend bien la sauce. Ça rejoint ce que je te disais, le raisonnement, enfin le discours charmeur au niveau des réformes sur la procédure. Mais tout ça, c'est de la rhétorique. C'est du vent. Parce que le vrai moteur de tout ça, c'est le fric. On la laisse bosser, la police, ou pas ? Parce que on se souvient quand même qu'il y a un sérieux problème. Alors ça, c'est peut-être un problème de formation des policiers, mais en général, on sait qu'il y a pas mal de perquisitions, Palmade, Benalla. On oublie de laisser quelqu'un devant la porte pour pas que la femme de ménage vienne nettoyer quand même. Hein. Il faudrait vraiment vous apprendre ça. On n'oublie pas. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens. En tant que flic, alors peut-être que tu étais plus à ce moment-là, mais tu as eu le sentiment qu'il y a eu une multiplication ou une augmentation des fois où on dit oula, non, mais là, ça touche un peu. Ça a toujours été. Non, mais stop, ça a toujours été. Ouais. Il n'y a pas une époque où il n'y a pas une manipulation. Non, ça, c'est évident. Bah, voilà. Là, et dans tous les pays du monde. Hein, là aussi, il faut arrêter de battre sa coulpe en permanence en disant la France par-ci, là. Non, on est quand même un des pays où il y a des structures de contrôle qui sont les plus prégnantes, les plus fortes. Je veux dire, la police est contrôlée par l'IGPN, par les magistrats.
Je te rappelle que si toi, tu dois signaler un comportement inadéquat, tu peux le faire individuellement avec la passerelle IGPN. Enfin, je veux dire, il y a des contrôles de partout. Je veux dire, la police, elle est ultra contrôlée. Après, s'il y a un pouvoir politique comme celui qui est le nôtre actuellement, qui décide de lâcher les chevaux en matière de manifestation, c'est un autre débat. Mais c'est un débat politique. C'est pas un débat policier. Là, on a la police qu'on mérite, si tu préfères. À partir du moment où on met au pouvoir des gens qui utilisent la police comme on l'a vu ces dernières années, c'est qu'on veut ça. Moi, j'ai halluciné que Macron soit réélu. Quand on a connu l'épisode des Gilets jaunes, je me suis dit, c'est pas possible, la France entière va voter contre ce mec. Sans esprit militantiste, moi je dis ça. Je dis pas qu'il aurait mieux valu voter pour Le Pen ou pas, ça chacun est libre de son bulletin de vote, mais j'ai halluciné que ce type soit encore élu. C'est au second tour déjà. Moi, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, non, mais c'est pas possible. Le mec, c'est pas caché. Les gilets jaunes, la gestion du Covid qui a été catastrophique. Je veux dire, on nous a emprisonnés, on nous a masqués, on nous a vaccinés, enfin, on nous a tout fait, quoi. On nous a tout fait pendant ces 5 années de son premier mandat, il nous a tout fait. Voilà. Il nous a menti, et je me suis dit, ce mec ne sera même pas au 2e tour. Ouais, on aime ça. Eh ben non. Ou alors, ça donne envie de devenir complotiste des fois. Mais c'est pas une question. Non, mais là. Si tu te dis, bon, il est vraiment réélu ou là aussi ils ont déplacé une virgule. Non, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se disent, je veux pas y croire. Non, mais Greg, Lacan disait une chose très vraie. Il disait, la psychanalyse peut guérir de tout sauf de la connerie. Et je pense que les gens sont un peu cons. Je dis pas que il aurait fallu voter Le Pen ou Mélenchon. Les gens font ce qu'ils veulent, mais pas Macron. Après qu'il ait fait ce qu'il a fait, qu'il ait menti au peuple sans arrêt, qu'il nous ait quand même banané dans tous les sens. On voit comment fonctionne cet homme. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On l'a réélu. Va evictis, comme diraient les Romains. Malheur aux vaincus. Hein. Ce n'est pas les Romains d'ailleurs qui l'ont dit, c'est un Gaulois. C'est Brennus qui a dit ça. Va evictis. Ouais. Non, mais donc voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Pourquoi il se retiendrait, quoi. Pourquoi tu l'aimes pas, Dupond-Moretti, spécifiquement? Je ne l'aime pas parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a bon, tous, mais lui, il y a quand même un... Ouais, c'est un de mes personnages préférés en matière de détestation. Ouais. Moi, je le surnomme le Falstaff sinistre du barreau, parce que quand tu sais comment il fonctionne, c'est cette hyper-agressivité face à l'adversaire, face aux victimes, face aux témoins. C'est une baudruche médiatique, Dupond-Moretti. D'abord, c'est pas le grand technicien du droit qu'on veut nous faire croire. Il travaillait plutôt avec une équipe de petites mains, ce qu'on appelle les petites mains, les avocats, les besogneux, c'est ceux qui travaillent sur les dossiers, qui font des fiches. Et puis il y en a un qui fait le show après. Et lui fait le show. Et ça marche. Et en fait, ça marche pourquoi ? Parce qu'il s'est nourri de la faiblesse de ses interlocuteurs, d'avocats, qui n'avait pas peut-être le volume pour le contrecarrer, 2, pour des avocats généraux qui n'ont pas osé le remettre à sa place, des présidents de cour qui, à un moment donné, auraient dû lui dire « Monsieur, vous êtes gentil, mais rasseyez-vous et baissez d'un ton ». Ça n'a pas été fait. Donc, en fait, il a lâché les chevaux et il a fait le show, il a fait le spectacle, il s'est approprié l'audience. Il a été quand même le champion du monde des incidents d'audience. Ah ouais ? Ben oui, mais parce qu'il sait ce qu'il fait. C'était volontaire, c'était pas pour défendre un grand principe de liberté publique. Il n'a jamais défendu d'ailleurs, parce que l'obsession d'Éric Dupond-Moretti, c'est l'argent. Il faut savoir que des types comme ça sont payés 600, 700 000 euros par heure. Donc on va arrêter de nous faire croire que c'est des gens qui sont altruistes. Ils ne sont pas altruistes, a fortiori des avocats du pénal. Donc il fait le show, il impressionne surtout, l'objectif il est là, fondamentalement, impressionner les jurés. Les jurés sont des gens comme toi et moi, enfin peut-être pas comme moi, qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent pas l'appareil judiciaire, ils ne savent pas. Donc c'est pour ça que je me mets un peu de côté pour le coup. Donc ils peuvent être sensibles émotionnellement à cette démonstration de force. Pathos. C'est le mot, ce pathos. Alors soit du pathos, soit de l'agressivité pure et simple. Hein. Sur l'affaire dont je t'ai cité, qui me concerne, qui m'empêchait de dormir, il a fait pleurer des témoins à la barre. Parce qu'il est terrible, parce qu'il joue de ce coffre. Moi, il m'a fait rire. Il est venu près de moi. Il m'a fait « Oh, monsieur, je riais. » Il m'a dit « Ne riez pas, monsieur. Il y a en jeu la mort d'une femme. » J'ai dit En même temps, t'es rigolo, quoi, comme mec. Moi, il me faisait marrer parce que ouais, mais c'est Falstaff. Il fait le show. C'est du théâtre. C'est du théâtre. On en revient au théâtre, quoi. C'est du théâtre. Alors moi, ça me faisait. Franchement, je me suis marré, quoi. Mais je me suis moins marré parce que son show a fonctionné et qu'il a fait acquitter 2 mecs qui ont tué une femme. Et ça passe pas. Donc, si tu veux... C'est le jeu de non, mais il faut pas le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Ouais. Ça n'est pas un défenseur de grands principes, soit de liberté publique, soit de... Non, il fait le... c'est pas Vergès. Travaille pour lui. Non, c'est pas Vergès, c'est pas un homme de conviction. Sa conviction, c'est le fric. Point barre.
Donc ils font des types. Après, c'est le recordman. Nous prenons le recordman Acquittator. Acquittator. Voilà, Acquittator, il fait acquitter tout le monde. Non, il ne fait pas acquitter tout le monde. D'abord, il ne fait pas acquitter tout le monde. Et de deux, si les gens sont acquittés parfois, c'est parce qu'il y en a qui travaillent pour lui. Et qui, techniquement, relèvent ce qui ne va pas dans les dossiers. Et après, il fait le cinéma, il fait le show. C'est ça. Ouais. Je crois qu'il a un nombre de procès gagnés pour vice de forme qui oui, mais c'est pas. Ah non, mais c'est. Ouais. Et puis. C'est la page 37, vous avez oublié ça. Bah oui, mais ça veut dire que derrière, les petites mains dont je te parlais tout à l'heure fouillent les dossiers, relèvent ce qui ne va pas et les incohérences, les irrégularités. On va parler de Dupond-Moretti, on va parler de cocaïne. Il n'y a pas de lien. Ah bon? Non, je sais pas. C'est pas moi qui dis, Forêt le dit. Hein. Non, mais ça le gratte dans le nez. Mais quand on n'a pas de preuves, il vaut mieux fermer sa gueule. Voilà. Et notre ami donc Éric Dupond-Moretti. Non, mais tu te bossais dans les stupes. Là aussi, il y a une absence de volonté des politiques de régler le problème. On en a tout simplement pas les moyens. Tout simplement. Il faudrait, je sais pas, si on veut déclarer la guerre aux stupes. Bah... Non, mais en vrai, quand tu dis à chaque fois on n'a pas les moyens, faut quoi? Faut doubler, faut tripler le budget de la police, faut engager quoi? 100% d'effectifs en plus pour doubler. Non, faut. Tu vois, tout à l'heure tu me disais, j'ai vu des commissariats, ils étaient 200, aujourd'hui ils sont 60. Ouais. Bah oui, de fait, qu'est-ce que tu veux faire après? Rien. Voilà, déjà, donc c'est quoi? Tu allumes les lumières le matin. C'est pour ça que je me permets de te couper sur ça, parce que t'arrêtes pas de dire, il faut injecter du fric, il faut engager de l'effectif. Dans quelle proportion selon toi? Alors, là, tu ferais quoi demain à la place de Gérald Darmanin, place à mon avis que tu ne convoites pas? Ça y est, je suis nommé. En vrai, t'accepterais? En vrai, ouais. Ah voilà, il fait pas une Dupond-Moretti. Écoutez-moi, jamais. Ah non, en vrai, oui. Alors déjà, ma compagne me mettrait des coups de pied au cul si j'y allais pas. Voilà. Et alors, il y a un truc quand même qui... Écoute-moi bien le saltimbanque. Tu vas le prendre, le boulot à 10 000 balles par mois au ministère de l'Intérieur et tu vas pas m'emmerder. C'est pas simplement pour ça, parce que c'est très dur, attention. Hein. Oui. C'est pas une sinécure. Hein. Ministre de l'Intérieur, c'est probablement le poste le plus difficile. Attends, est-ce que j'ai envie de chialer? Non. Non, déjà, ça, moi, j'aurais du mal émotionnellement. Ah ouais? Oui. Ah, moi, j'aurais du mal, oui. Clairement. J'avais déjà du mal quand j'étais flic. Je pense qu'il y a des circonstances, faut avoir le... Et d'ailleurs, c'est ça qui m'épate. Tu penses que Darmanin, il dort mal la nuit? Moi, je pense qu'il est bien, ces gars-là. Je sais pas, mais c'est un métier, ministre de l'Intérieur, où tu n'as plus de vie. Ouais. Alors, tu me diras, ça dure pas toute la vie, justement. Mais il faut partir du concept que, voilà, tu es H24, tu es ministre de l'Intérieur. Donc, à sa place, tu fais quoi? Faut pouvoir. Alors, on parle de quoi? Des stupes, spécifiquement des stupes? Alors, il faut savoir une chose quand même. Oui, parce que ça a l'air d'être vraiment à part. Mais... Non, mais moi, j'ai connu les années SIDA. Alors, commençons avec les stupes. Moi, j'ai connu les années SIDA, et pas qu'un peu. J'ai commencé au début des années 80, au Quai des Orfèvres. Des sidaïques, tu en avais quand même partout. Partout. On baignait là-dedans. Et le virage a été réellement pris, pas parce qu'on était bon en matière de lutte contre les stupes, mais parce que les produits de substitution se sont développés. Et qu'on a vu... le Subutex et le salbutamol remplaçaient l'héroïne. Et que tout à coup, ceux qui agressaient, parce que l'héroïne est à la fois une drogue qui fait mal et qui rend extrêmement dépendant et qui oblige, qui pousse à un moment donné le toxico à commettre des infractions, des délits, voire des crimes, que j'ai connus. Un type qui avait tué la grand-mère de sa femme quand même, pour lui piquer sa retraite, qu'il n'a pas trouvée du reste, pour dire jusqu'où ça va. Et il y a eu moins d'héroïne, tout simplement parce que le Subutex, qui était délivré par ordonnance, a été consommé, puissance 10, par les toxicos. C'est comme ça qu'on a vu des prostituées propres, tout à coup. Des prostituées qui étaient en bonne santé, parce qu'elles se piquaient au Subutex. Alors qu'il ne fallait pas se piquer, mais qu'il fallait boire. Donc, là où je veux en venir, c'est que le problème des stupes, dit comme ça, quand on sait que ça fait vivre des milliers de personnes, et que ça génère un argent en espèces considérable, qu'on retrouve d'ailleurs dans les circuits politiques aussi quand même. L'argent de la drogue, on le retrouve partout. Pas simplement dans les quartiers, mais il sert à beaucoup de choses, l'argent de la drogue. Donc quand tu pars de ce constat, tu te dis, est-ce qu'on... on a les moyens d'éradiquer ça, est-ce qu'on a réellement la volonté? Moi, j'ai envie de te dire non, parce que quelque part, ça fait vivre aussi des quartiers entiers qu'on n'aurait pas les moyens de faire vivre autrement. Si demain, tu empêches des bandes entières de dealers à dealer, tu vas couper le cordon ombilical de beaucoup de familles avec l'argent, tout simplement. Des quartiers vivent avec ça. Donc demain, supprimons le shit purement et simplement, tu risques des explosions sociales autrement plus graves que les émeutes qu'on a vues récemment.
C'est ça dont il parle, Gérard Collomb? Moi, je pense qu'ils ont... Quand il dit face à face? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il en fait trop à ce moment-là? Non, mais le cynisme politique m'amènerait à dire que, quelque part, il vaut mieux que les gens dealent plutôt que de faire la révolution. Oui. Tout simplement. Et qu'on n'a pas une vraie volonté. Alors, Darmanin nous fait le show, mais c'est son habitude. Il t'envoie la CRS 8 partout. Moi, ça m'avait fait rire, d'ailleurs. La priorité, c'est la lutte. La priorité, c'est les stupes, c'est ça qu'il avait dit. C'est ça, c'est la mère des batailles. C'est la mère des batailles. Et je crée la... Alors, il avait créé la CRS 8, non pas pour lutter quoi, contre... ça, CRS 8? La CRS, tu connais pas la CRS 8? Non, c'est quoi? Ah, donc on parle là. Non. Il y a peut-être des gens qui le connaissent pas non plus. On va inverser. La CRS 8, c'est la CRS qu'il avait créée il y a quelques années de ça, pour intervenir dans un rayon de 300 km en un quart d'heure en cas de conflits sociaux gravissimes ou d'émeutes populaires dans les cités. En un quart d'heure? Très vite. Très vite. C'est super G.I. Joe, les héros des temps modernes de la CRS. Sauf que... Enfin, des flics qui arrivent plus vite que les pizzas. Ouais, oui, mais pas les bons flics, justement, parce que ces CRS-là résolvent rien. Donc c'est un petit peu, tu te souviens de Benny Hill? Moi j'étais petit, je regardais Benny Hill des fois. Tout à la fin. Mais c'était un peu ça. Ça devient grotesque quand on envoie la CRS 8 partout. Dès qu'il y avait des règlements de compte à Marseille, on envoie la CRS 8. Sauf que c'est pas fait pour ça, les CRS. C'est pas fait pour lutter contre le trafic de stupes ou le règlement de compte. C'est juste pas leur métier, quoi. Ça veut pas dire que c'est des mauvais flics. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste des flics à qui on a demandé de faire quelque chose qui n'était pas leur métier. Pas tout à fait la même chose. Et donc, Darmanin ne veut pas résoudre le problème. Il ne parle pas de renforcer la police marseillaise avec des effectifs de sécurité publique. C'est pas vrai. Il envoie des CRS. Et CRS, ça fait des points fixes quelque part. Voilà. Éventuellement, ça contrôle peut-être des chiteux qui ont tiens, t'as une barrette, on t'amène. Mais c'est pas ça. Donc c'est que de l'apparence. On fait de l'apparence de lutte, mais on ne lutte pas. Alors comment il faudrait faire du coup? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut guérir la société de son angoisse. C'est pas un problème policier, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est compliqué d'aborder le problème et de le résoudre uniquement par des problèmes sous l'aspect sécuritaire, policier, justice. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Il faut poser le problème autrement. Il y a quand même un problème d'impunité qu'il faudrait régler par peut-être des peines un peu plus appliquées, non? Tu penses pas? Ah, déjà oui, mais ça vaut pour toute la délinquance. Voilà. L'application des règles de droit, oui, ça vaut pour tout le monde. Mais j'ai envie de te dire que, est-ce que le dealer qui vend des barrettes fait autant de mal qu'un type qui va violer une nana, par exemple? De quantifier ça? Bah ouais, c'est inquantifiable. Bah voilà, c'est inquantifiable. On peut faire du mal une fois à 1000 personnes, mais on peut non, pas mais moi, 1000 personnes une fois. Enfin, tu vois, on retombe. Je vais être très méchant. De la peur, là. Non, mais je vais être très méchant, mais le gars qui fume du shit, bon, quelque part, c'est son problème, quoi. Si on veut qu'il ne fume pas de shit, il faut l'inciter à consommer autre chose. Mais quoi? Des psychotropes? Des antidépresseurs? CBD? C'est quoi l'idée? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et puis après, on sait très bien que le dealer alimente tout un réseau, ce que je viens de te dire, tout un réseau financier qui va servir à plein de monde, qui va permettre de payer les loyers, qui va permettre d'acheter à bouffer, qui va aussi créer une fortune, je dirais, un peu à la... comment il s'appelait Scarface. Je sais pas, c'est compliqué parce que de toute façon, tu sais, la nature elle a horreur du vide. Quand il y a eu la politique anti-alcool aux États-Unis, on n'a pas résolu le problème. Les Américains ont continué à boire. La prohibition n'a servi strictement à rien. Au contraire, on n'a jamais autant consommé d'alcool que pendant la prohibition. Pour dire, là, tu veux faire quoi? On est sous une forme de prohibition. On va empêcher les gens de consommer du shit. Ok, mais tu fais comment? Comment tu fais pour les empêcher? Si les gens buvaient beaucoup d'alcool aux États-Unis, c'est parce qu'il y avait un problème peut-être de dépression globale. Peut-être qu'on connaît ce même problème en France. Tu sais, quand tu allumes ton c'est bizarre la corrélation. On est le pays qui a le plus de consommation d'antidépresseurs d'Europe et on est le pays qui consomme le plus de shit d'Europe. Peut-être non. Ça peut-être un lien. Ouais, hein. Mais moi, je pense sincèrement qu'il y a un lien. Nous vivons dans une société qui est de plus en plus anxiogène. Si tu allumes ta télé, il n'y a pas un journal télé sans qu'on te fasse l'énumération de toutes les catastrophes du monde. Comment tu veux avoir le moral dans ce contexte? Et puis, il y a la cocaïne qui est encore autre chose. Tu sais, l'ultra-performance, ça rejoint le concept de la société individualiste et ultra-performante dont on parlait précédemment. La Startup Nation. Il faut être toujours bon, toujours efficace, toujours à fond. Ça a été inventé pour ça, d'ailleurs. Hein. C'est un transfert de la pervitine que les Américains, que les Allemands avaient développé et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fallait que les gens restent en éveil et forts pendant des jours et des jours. Après, tu deviens fou. Et ça, les gens ne le voient pas. Les gens ne le voient pas.
Mais c'était ça l'idée, c'est ça l'idée de la cocaïne, c'est l'ultra-performance. Et tu as des politiciens qui en prennent plein, et des artistes, mais c'est normal. Est-ce que l'argent, il y va? Parce que, bon, est-ce qu'au-delà de l'achat de la paix sociale, l'État français gagne de l'argent par le trafic de drogue qui se passe sur son territoire? Bah, il en gagne indirectement quand tu as la paix sociale, justement. Mais oui, au-delà de l'indirect, enfin, on ne sait pas. Alors, je ne vois pas les dealers rémunérer l'État directement. Au Non, contraire, mais- c'est une manne qui leur échappe. Non, mais le Il blanchiment, faudrait fiscaliser ça le parie trafic pas. de Ouais, stupes. voilà. Faudrait Il y avait un truc qui fiscaliser. s'appelait la Régie française des opiacés. Bien sûr, on fabriquait de l'opium en Asie pendant tout le temps où nous étions au Cambodge, au Vietnam, au Laos. Il y avait des pains de pavot avec l'estampille NF. Non, mais ça se blanchit comment? Comment je veux blanchir du fric, là? Si j'ai de l'argent à blanchir, bah, c'est compliqué. quels seraient les conseils pour les gens qui nous regardent, peut-être, qui ont de l'argent à blanchir? Amis trafiquants, tu veux blanchir ton Déjà, on peut argent acheter ton livre pour blanchir. et puis, mais Et non, au-delà de parce ça, qu'il est sur comment? Internet, parce qu'il faut payer avec sa carte bleue, c'est plus Ah, ouais, c'est compliqué. compliqué. Bah, Comment c'est ça le se vrai- blanchit de Ah, l'argent? c'est C'est le quoi vrai les problème. secteurs bons pour blanchir? La petite restauration, beaucoup. Ouais. L'étranger, pas mal. Ouais. En France, c'est compliqué parce que tu as quand même un réseau bancaire qui est très, très sensibilisé avec Tracfin. Ceux qui peuvent les couler sans problème, c'est les petits trafiquants. Ça, oui, mais dès que tu as des millions à la Escobar, il vaut mieux trouver des circuits de blanchiment ailleurs qu'en France. On recevra peut-être Patrick Balkany qui nous en dira Il plus. serait bien placé pour vous parler des sociétés écrans. Qui ont été créées d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, les Ah ouais sociétés écrans, il faut le savoir, ça. Ouais. Comment? Pour quel but? Dans quel but? Alors, je te renvoie à un personnage étrange que tout le monde a oublié, qui s'appelait Skolnikov, qui était un personnage assez indéfinissable et qui avait blanchi de l'argent de la Gestapo et des SS et de ce qu'on appelait la Karlingue. C'est un russe, non? Avec un nom Un juif russe. Ouais. C'est un juif russe, un peu comme Joanovici. Je ne sais pas si Ok. le nom te dit quelque Oui, oui. chose. Mais lui, c'était. Alors, Joanovici était ferrailleur. À pas confondre avec Jean Covici, ça n'a aucun rapport. Voilà. Joanovici, c'était plutôt le clan des ferrailleurs, et lui, c'était plutôt le clan des financiers. Ok. Et qui avait mis en place un système de société écran, d'abord pour blanchir l'argent de la contrebande, du marché noir, et puis qui avait été tamponné un peu par les SS pour blanchir l'argent qui était volé à l'État français, et notamment qui était réinvesti dans l'immobilier monégasque. Il faut le savoir. C'est intéressant, l'histoire de Skolnikov, je te renvoie là-dessus. Il y a un très bon bouquin qui a été écrit par un copain. Comment il s'appelle? Le livre? Skolnikov. D'accord, ok. Skolnikov, et donc qui explique comment, si tu tapes... oui, je trouverais ce livre-là, non, parce que je l'aurais bien mis en insert que les gens tombent pas sur un autre livre. Alors, quoi. c'est un personnage qui est passé un peu sous les radars, parce qu'il n'était pas aussi visible que Joanovici, qui, alors, lui, avait travaillé avec la Gestapo française, puis qui avait eu la bonne idée de financer les réseaux de police, des réseaux de résistance police, qui avait essayé de se racheter une virginité comme ça. Et Skolnikov, qui était beaucoup plus intelligent et qui, pendant cette période-là, a créé des sociétés écrans pour blanchir l'argent. À l'époque, c'était possible. On pouvait se balader avec des mallettes de fric un peu partout. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Bien que j'ai vu des achats de voitures en espèces dans certaines villes de France, avec de l'argent, de la drogue, bien évidemment. Donc, il faut avoir affaire à des gens peu scrupuleux. Mais bon, les grosses sommes d'argent peuvent difficilement être investies en France. Ouais. Difficilement. De toute façon, investir en France... C'est compliqué. Voilà. On te demande de te justifier. Quel que ce soit de l'argent sale, l'argent propre, l'argent machin, j'ai pas l'impression que ce soit une destination très privilégiée. Dans l'immobilier à l'étranger, dans les Émirats, Ouais. c'est possible. En Asie aussi, c'est possible. Un peu moins peut-être en ce moment, mais l'étranger a été vraiment la première source de blanchiment efficace. En France, c'est plus compliqué. Eh ben, merci d'être venu nous voir pour parler de... Tu m'avais dit, c'était quoi le style des interviews? Bah, tu vois, c'est ça. C'est vraiment... Une discussion, première rencontre, on discute. Peut-être on se reverra pour des sujets plus spécifiques. Que j'espère etc. constructifs, parce que bon, on a balayé très large. On a balayé très large, mais, on a balayé mais pas c'était mal. une belle rencontre et je pense que les gens seront ravis de cette émission. Merci à toi d'avoir été là. Merci à toi pour ton invitation. Et à ton équipe, très Oui, sympa. on les remercie. Tu n'es pas, merci à la faut le régie. dire, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. C'est pour ça qu'on dit toujours merci à l'invité, merci à la régie, merci aux spectateurs et comme on dit ici, merci Cognac Jet. À vous les studios. À très vite.